Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes sur le Mont Écarlate et bienvenue pour cette première de Miasan Media, votre émission préférée sur l'actualité du Bayern. Préférée, oui, parce que si c'est pas le cas aujourd'hui, dans une émission, deux émissions, trois émissions, quatre émissions, cinq émissions au max, ce sera votre préféré. Je vous le promets. Et si c'est pas le cas, c'est vous qui n'avez pas de goût. Hein. C'est comme ça que ça se passe ici. Alors aujourd'hui, je suis accompagné, malheureusement pas de mon comparse habituel qui va m'accompagner pour cette émission, qui est Raph, puisqu'il se fait extraire une dent. Alors, il nous a lâché, voilà, c'est comme ça. Il ne vous aime pas autant que moi, je vous aime, parce que moi, même sans dents, je serai là. Mais par contre, j'ai un panel de très très beaux garçons. Attention, attention, attention. Ils ne sont pas pris parce que c'est le football qui prend toute leur vie. On va commencer d'abord avec mon super ami Philoussi, que vous allez m'entendre appeler Rémi, Raymond, Philippe, Philou, Philibert. Ne vous inquiétez pas, c'est la même personne. Il n'a pas plusieurs personnalités. Enfin, du moins, pas à ma connaissance. Quoique, peut-être, c'est possible. En tout cas, il est présent en tant que Philoussi aujourd'hui. Comment ça va, Rémi? Salut Bavaran, salut à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Rémi déjà, hein, pas Raymond, ni Philippe. Comme ça, vous savez quel surnom n'est pas mon vrai prénom. Je m'excuse d'avance pour la petite voix qui peut paraître faible et un peu nonchalante, mais c'est juste que je sors de 3 jours de pas de grippe, de presque de décès. Donc j'ai une petite voix, mais je suis très très content d'être là, très honoré d'avoir été invité pour la première du Bayern, enfin de Mia San Mia de Media Bayern. Très honoré. Merci Bavaran pour l'invite. Le salam à mon ami et frère Rafito. Courage à lui. Mais ouais, non, très content d'être là. En plus, j'arrive au bon moment puisque l'OM vient de perdre, donc ça fait vraiment, on ponctue bien le week-end. Ça fait rêver. Mais non, très content d'être là. Et puis voilà, on est là pour parler de plein de sujets que je trouve très intéressants personnellement. Ouais, donc Rémi, du coup, qui est supporter de l'Olympique de Marseille, qui est supporter aussi de toute l'Amérique du Sud, absolument tout. Surtout le Chili. Qui est expert en Amérique du Sud, que vous pourrez trouver d'ailleurs sur sa chaîne personnelle, qui est Philoussi, que vous pouvez également retrouver en train de parler de football, ainsi que moi-même, sur la chaîne des Sauveurs du Football, et également de catch sur la chaîne Les Sauveurs de la Lutte. Voilà. Donc ça, c'est pour les médias différents de Est-ce que je peux faire Rémi. une petite Oui, précision? Juste. oui. C'est que, alors sur la chaîne Philoussi, j'ai mis en pause le contenu foot juste le temps du mois d'avril, parce que comme je l'avais annoncé, je prépare des grosses previews pour la Coupe du Monde, une par équipe, et ce sera sur une autre chaîne, mais du coup j'annoncerai tout à ce moment-là sur les réseaux, donc juste sur ma chaîne Philoussi, pour l'instant, si vous aimez le catch, venez avec plaisir. Preview de Stand and Deliver, review, preview de Dynasty, voilà, tout va arriver sur les mois d'avril, mais là je parle sûrement à plein de gens qui ne savent même pas ce que je suis en train de raconter. Ouais. Mais par contre, notre deuxième invité, pardon, lui, il sait de quoi on parle, parce que lui aussi, c'est un sauveur. Lui aussi, il fait partie de la chaîne des sauveurs du foot et des sauveurs de la lutte. Un peu moins de sauveurs de la lutte, mais malgré tout, qui est régulièrement sur le sauveur du foot. Il s'agit d'un supporter du Real Madrid. Il s'agit de Renew. Comment tu vas, Noébé? Bon. Ça va, écoute, je suis trop content de faire partie du premier épisode de la chaîne. Ça me fait super plaisir que tu m'aies invité. Donc, non, ça va super. Supporter du Real Madrid et de Munich 1860 aussi, faut pas oublier. Donc voilà, non, mais ça fait super plaisir. J'ai passé un week-end dramatique avec des défaites du Real et un nul de l'OL. Mais voilà, je suis super content d'être là. On va parler du Bayern, on va parler du Classico européen à venir. Je suis excité. Ouais, c'est génial. Du coup, ça va, les gars. Du coup, vous avez passé un bon week-end à part le football, du coup. Enfin, non, du coup, Rémi, non, parce que lui, il est mort. Non, Mais, vraiment pas. mais Ah ouais, ok. franchement, super. Je suis allé voir Mario Galaxy. C'était génial. Franchement, j'ai passé un très très bon week-end. Donc voilà, petit week-end chill devant le football, au cinéma. Tout va bien. Ouais, la chillance, je pense, que c'est le mot d'ordre de mes deux invités pour le coup. Hein. Que vous pouvez aussi retrouver de manière personnelle, du coup, assez souvent à Ibiza, au passage. Voilà, mais ça, c'est. D'ailleurs, on peut expliquer le pourquoi tu m'as appelé Renew ou pas? Oui, alors Rigno, bah, si tu veux, Explique, vas-y, explique. explique-le, toi. C'est ton nom. Non, non, mais très simple. Attends, je vais le faire court, dans 5-6 phrases maximum. Non, mais c'est juste que Cool. le soir de Benfica Real Madrid, quand Vinicius a été victime de propos racistes de Prestiani, je me suis empressé de regarder toutes les émissions pour voir, voilà, de quoi ça en parlait, s'il y avait des infos supplémentaires. Et donc, je me suis posé devant l'after et donc j'ai vu Daniel Riolo,
Ah oui. Daniel Riolo, un peu, comment dire, pas Véhément. sous-estimé. Ouais, véhément, et j'ai pas le terme, mais en gros, un peu dédramatisé la situation. Et donc, j'ai remis la capsule, j'ai dit que voilà, c'était dégueulasse, c'était pas bien, c'était vraiment pas un comportement à avoir. Et donc, le lendemain, il en a parlé, et au lieu de m'appeler Yerno Webe comme mon nom l'indique, j'ai eu le super surnom de Renew. Donc, donc voilà. Donc, c'est mon nouveau surnom, ça fait plaisir. Sachez que même, pour faire très court, je n'ai aucun ami IRL sur Twitter. Et même eux ont vu la capsule et ont vu qu'il m'avait appelé Renew et donc ont découvert mon compte Twitter grâce à ça, donc ça fait plaisir. Oh, bon, il s'est fait outer Voilà, en voilà. plus. Il s'est fait outer son Twitter. Donc Incroyable. voilà. Ça, je le conseille à personne, hein, d'avoir un outing de Twitter. Ça, c'est vraiment, non. Tu sais, à un moment, j'étais en BTS avec des gens et tout, ils me disent, ouais, t'as Twitter? Non, je ne Ah tiens oui, pas. non, mais moi, C'est fou, quoi. je veux le dire à personne. Je Ah me prends ouais. pour un bête d'analyste, etc. Donc, je veux pas que les gens, je veux pas que les gens, ils me voient analyser, faire des tweets toutes les heures sur le tennis, le foot, le catch. Malheureusement, je me suis fait griller, donc voilà. Mais c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va s'en Eh remettre. bien, écoutez, maintenant qu'on est dans une bonne ambiance et que tout le monde a été présenté, je propose qu'on commence avec le foutoir, le fourre-tout des infos de la semaine. On va aller un petit peu vite parce que en fait, à la base, je devais le faire avec Raph, du coup, qui est aussi supporter du Bayern, forcément, qui va m'accompagner pendant la plupart de ces émissions. Donc, on va faire un petit peu vite, mais il faut quand même qu'on parle des infos importantes de la semaine. Et on va commencer avec Kenneth Eichhorn, du Hertha Berlin, que le Bayern cible. Et c'est comment dire qui ça c'est une info qui est sortie cette semaine. On serait aussi sur Nathan Decat en plan B si jamais on ne peut pas faire Eichhorn. Je vais aller vite, ça. Encore une fois, je vais en parler avec Raph. J'imagine que aucun de vous deux ne regarde le Hertha. Je pense pas. Bon, après, bon, J'imagine bien. Non. voilà. Rémi il regarde des J'imagine matchs bien. plus obscurs que ça, mais malgré tout, Non, voilà, bah c'est pour pas. le coup, en D2 allemande, j'aime bien regarder Schalke parce qu'il y a Edin Dzeko, mais sinon non, j'ai pas trop posé mes yeux sur le Hertha cette année. Mais ça m'arrive, j'aime beaucoup la, je sais pas comment tu l'appelles, la Schweiz Bundesliga là, tu l'as dit une fois. La Zweite Liga, ouais. La Schweiz Bundesliga. Non, des fois ça m'arrive de poser les yeux dessus, mais cette année peut-être un peu moins. Mais Schalke en général, c'est l'équipe que je regarde un peu plus. Moi, je suis pas un hipster comme ça. Je regarde que la deuxième division française, mais sinon, je regarde aucune seconde division. Donc, je me prononcerai pas. Non, du coup, Kenneth Eichhorn qui a 16 ans, du coup, bon, ça c'est un choix pour l'avenir à voir du coup, puisqu'on a quand même pas mal de personnes au milieu de terrain. Bah, du coup, ça comblerait du coup le départ de Goretzka qui, on le sait, partira en fin d'année. Donc, ouais, une Ah bonne recrue, mince. j'aime bien. En plus, c'est un choix d'Eberl, donc Eberl, on a plutôt confiance sur les jeunes. Un autre joueur qui va partir, donc là que vous connaissez un petit peu plus, mes amis, il s'agit de Rafael Guerreiro, puisqu'on on a eu l'info cette semaine, mais Rafa Guerreiro ne continuera pas avec le Bayern. Rafa Guerreiro qui est de plus en plus numéro 10, plus que latéral pour le coup. C'est pas là où on a le plus utilisé cette saison, on a surtout utilisé en numéro 10, qui a fait un plutôt bon match contre Freiburg d'ailleurs au passage, mais qui part gratuitement, comme il est arrivé gratuitement. Un passage plutôt honnête au Bayern. Voilà, c'est en fin de carrière. Ses meilleures années étaient à Dortmund. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire vous sur Rafa Guerreiro? Où est-ce que le voyez rebondir par exemple? Vas-y, Vas-y. vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Moi, j'avais juste un truc à dire, c'est que 32 ans, fin de contrat, Olympique de Marseille. Très simple. Ouais, clairement. Ouais, bah voilà, c'est exactement ça. Non, pour le coup, je suis d'accord avec Guerrero, le passage en Allemagne complet, même il est plus qu'honnête, j'ai envie de dire. Complet, oui. Moi, je me rappelle qu'en 2016, quand il va à Dortmund, j'aurais aimé que ce soit le genre de l'OM, le genre de profil, pardon, que le nouvel OM recrute. C'est-à-dire des mecs du championnat de France qui sont des bons joueurs et qui connaissent, entre guillemets, le contexte Ligue 1, même si ça veut pas forcément dire grand-chose, mais qui sont armés pour jouer la Ligue 1, qui, en plus, alors lui, c'est un joueur encore plus intéressant dans ces ranges de prix-là, parce que, enfin, surtout quand t'es libre, parce que c'est le genre de mec qui peut jouer, comme tu l'as dit, numéro 10, piston gauche, latéral gauche, milieu gauche, même numéro 8 ou 6 si t'as vraiment besoin de dépanner. Donc ça a toujours été un joueur plutôt honnête, je trouve, comme tu dis. Je pense qu'honnête, c'est vraiment le bon mot, t'as trouvé le bon mot avec lui. Après 33 ans, c'est vrai que nous, l'OM, on aime bien prendre les mecs qui... Ouais, la carrière d'un joueur, ça fait toujours une courbe, tu sais. T'as des pics, des bas, des pics, des bas.
Nous, on prend toujours quand le mec il est au pic du niveau, mais qu'en fait il est déjà sur la partie où il va redescendre. On adore prendre ce genre de joueurs. Je pense notamment à Benjamin Pavard qui a encore fait un super match aujourd'hui. Mais non, Guerrero c'est typiquement pour le genre de club comme l'OM. Hein. Est-ce que j'ai vu que Lorient a un projet assez intéressant. Ils veulent ramener Dembaba, directeur sportif. Ils ont quand même des ambitions sympas. Est-ce que à la manière il a peut-être un peu plus de niveau que ça, mais d'un Koscielny qui était revenu à Bordeaux quand ils avaient encore 2-3 espoirs de faire quelque chose en Ligue 1 ou quoi. Est-ce que c'est pas le genre de profil d'un mec qui va retourner dans le club qu'il a révélé, pas formé mais révélé, je sais pas, mais en tout cas, ça dépendra du salaire et de la prime de contrat, mais l'équipe qui va récupérer Ce Guerrero, sera ambitieux de fou. Ouais, pour Lorient, pour le coup, je pense que ce serait s'ils arrivent à, tu vois, pas trop mettre sur le salaire, quoique maintenant c'est les Anglais qui les ont, donc vont pas être très radins forcément, mais s'ils arrivent à récupérer, ça peut être intéressant pour eux comme leader de vestiaire, se rapprocher, mec d'expérience qui a pris une Champions League, tu vois. Donc ouais. Mais toi, t'en gardes un bon souvenir, j'imagine, Bavran, en tant que supporter du Bayern. Alors, garder les souvenirs, ça va être assez compliqué, je t'avoue, de base. Non, oui, c'est-à-dire qu'on l'a pris gratuit pour combler un manque si jamais t'avais Davis qui était blessé, hein, un truc qui est assez improbable d'ailleurs au passage, parce que Davis il se blesse. Mais du coup, malheureusement pour lui, en fait, il arrive dans les moments où c'est un peu compliqué au Bayern avec le départ de Nagelsmann et l'arrivée du sélectionneur de l'Angleterre là. Ouais, il a dépanné. Il a fait des bons matchs. Comment dire, il a marqué des buts qui sont vraiment très beaux pour le coup. Et là, tu vois, hier contre Freiburg, on a pu reposer Olysée parce qu'il fait un match qui était vraiment, encore une fois, qui était vraiment honnête. Et pour ce genre de joueur qui est vraiment du joker dans l'effectif, je pense que c'est ce que le club va faire. Et si je comprends bien avec les infos qui sont sorties un petit peu, et c'est ce que je veux que le club fasse, c'est ne pas le remplacer par un joueur qu'on va prendre, mais le remplacer par un jeune. Parce que c'est vraiment typiquement le genre de joueur qui en fait a gratté des minutes par-ci par-là. L'avantage de Guerrero par rapport à un jeune, c'est que lui, il a d'expérience pour le coup, de l'expérience en Ligue des Champions, l'expérience en Bundesliga, de l'expérience même internationale. Oui. Donc c'est typiquement le genre de profil qui je compare souvent à un Perisic en 2020 qui est pas un excellent joueur parce que Perisic en 2020 il était vieux et comme Guerrero qui sont pas des excellents joueurs mais qui sont des joueurs qui sont précieux parce que ce sont des joueurs qui vont être prêts directement tout de suite si jamais il y a un pépin. Ce que Perisic a été vraiment parfait dans ce rôle-là, même si on s'arrachait les cheveux à chaque fois qu'il touchait le ballon. mais bon souvenir comme de Perisic. Malgré tout, parce qu'on gagne la Ligue des Champions, qu'on a un bon souvenir, sinon je te dis, j'ai pas le même discours, je te le dis. mais voilà, donc, je pense que ce serait bien de le remplacer par un jeune. Et j'ai vu qu'on était intéressé par le fait de ramener Ibrahimovic, Aragon Ibrahimovic, aucun lien avec Zlatan, mais qui vient de chez nous, du coup, un disque qui vient de chez nous, qui était très en vue il y a 2-3 ans, avant ses prêts. Et qu'on avait l'idée de le ramener, et je trouve que ouais, pourquoi pas, en plus sous compagnie qui a vraiment très bien développé les jeunes cette saison, de plus en plus. Donc non, du coup, salam à Rafa Guerrero, je lui souhaite toute réussite pour la suite, et je lui souhaite d'avoir une Ligue des Champions cette année. Du coup. Ouais. Eh bien, du coup, on parle de vieux joueurs, on parle de joueurs qui ont marqué. Non, du coup, non, en fait, non, la transition marche pas. J'ai des joueurs qui ont marqué l'Europe, mais bon, Guerrero, bon, il est sympa, mais je pense pas qu'il ait marqué l'Europe. Mais bon, malgré tout, allez, sans transition, du coup, on passe, on passe l'Atlantique, et on va chez les Whitecaps qui se sont imposés 3-2 ce week-end. Sur un match qui était compliqué puisque notre bon vieux Toto M a marqué sur penalty à la 91e avant que les Whitecaps du coup ne repassent devant Portland. Oui, parce que c'était contre Portland, ça, j'ai oublié de le dire, désolé. Ne repasse du coup devant Portland à la 95e sur un but de Sébastien Berhalter. Du coup, je voulais parler quand même de Thomas Müller parce que je vous le dis tout de suite, hein, ça va être une info récurrente. Hein. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il va falloir se dire que peut-être que Thomas Müller est plus important que le Bayern. Attention, c'est peut-être plus important dans le football mondial que beaucoup de clubs. Donc, je rigole évidemment, mais en tout cas, on va le suivre parce qu'on lui souhaite de tout gagner à Thomas Müller. Lui qui a déjà fait gagner la conférence Ouest ou Est.
La conférence. Vancouver, Vancouver, c'est ouest, ok. C'est le sud-est du Canada, donc le sud-ouest du Canada, donc le nord-ouest de l'Amérique du Nord. Ouais, du coup, parce que Miami a gagné l'Est, je suis con. Donc ouais, donc du coup, qui a gagné du coup la conférence Ouest de la MLS, sans gagner du coup la MLS Cup. Non, c'est la MLS Cup, je sais plus, ça, c'est le titre. La MLS Cup, c'est le titre, ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, sans gagner la MLS Cup au dépens au profit plutôt de Lionel Messi. Mais du coup, la saison va commencer du côté de la MLS. Et Rémi, toi, tu suis du coup la MLS assez régulièrement. Du coup, qu'est-ce que tu penses des Whitecaps cette année? Où est-ce que tu les vois aller? Ouais, bah, j'ai pas pu voir leur match ce week-end, du coup, donc c'était hier soir dans la nuit de samedi à dimanche, puisque du coup, comme j'ai dit, j'étais vraiment pas en état. Mais écoute, ils font un début de saison au petit trop. Et quand je dis au petit trop, c'est-à-dire que je crois qu'après les 4 premières journées, ils avaient déjà mis genre 12 buts, un truc comme ça. Ils sont ils sont vraiment parmi les équipes que tu surveilles pour la course au titre final. C'est une équipe Vancouver qui depuis des années se base sur une ossature. Veselinovic, Berhalter qui est pour vous dire, c'est un milieu de terrain de MLS qui joue en sélection et qui est assuré de sa place en sélection. Et si vous voyez pas l'exploit là-dedans, croyez-moi, c'est fort. Ryan Gold en numéro 10 devant, qui est un joueur qui a passé par des petits clubs dans les championnats européens. Et Brian White devant. Müller est arrivé là-bas, bon évidemment il a tout de suite récupéré pas le capitana mais le statut de boss de l'équipe. Vraiment tu le vois sur le terrain, c'est assez hilarant. En plus je crois qu'il avait récupéré le capitana, j'ai jamais fait vraiment extrêmement gaffe, mais je crois qu'il l'a récupéré. Et en fait c'est super drôle parce que tu le vois vraiment que c'est lui qui c'est lui qui dit au mec limite quoi faire sur le terrain. Je le vois très rarement faire des courses en toute honnêteté, à part sur des transitions. Mais en fait il a juste pas besoin. Il est toujours placé, c'est vraiment Thomas Müller, vintage Thomas Müller. Il est toujours bien placé, il est toujours au bon endroit au bon moment, il flaire les coups. C'est le Thomas Müller qu'on a vu pendant des années, avec la condition physique évidemment un peu en moins. Même si ça a jamais été Jude Bellingham à faire des allers-retours sur tout le terrain, hein. Mais ouais, non, les Whitecaps font vraiment un bon début de saison. Tu sens que c'est une équipe qui est au-dessus, qu'ils ont même pas passé la deuxième. Là, il y a eu un petit coup d'arrêt parce qu'ils se sont fait massacrer en CONCACAF Champions Cup par les Sounders de Seattle dans un entre guillemets derby. En gros, Seattle, Portland, Vancouver, c'est les 3 équipes du nord-ouest de la MLS qui ont même créé une sorte de mini coupe entre eux qui s'appelle la Cascadia Cup et tout. C'est assez sympa pour les supporters. C'est la Cascadia Cup. C'est par rapport au climat là-bas. Et Seattle, Portland, c'est 2 gros ancrages de supporters aux États-Unis. Vancouver, c'est bon, il y a des rumeurs, des grosses rumeurs de vente de la franchise très bientôt, mais ça reste un stade qui est très souvent plein, etc. Donc c'est une grosse zone de foot. En Amérique du Nord, cette zone-là. Et non, franchement, ils sont vraiment parmi les grosses équipes. Et en fait, ils ont l'effectif. C'est-à-dire que quand tu suis la MLS, tu regardes un peu les profils. C'est une équipe qui est vraiment bien. Tu sais, ça fait partie de ces équipes de MLS où tu sens qu'il y a une vraie cellule de recrutement qui travaille, que l'argent il est pas jeté par les fenêtres et donné juste aux joueurs désignés pour ramener des ventes de maillots. Que ça fait partie évidemment du jeu, parce que là-bas t'as le droit qu'à 3 joueurs désignés, donc s'il y a un salary cap. Comme en NBA, et t'as 3 joueurs qui sont en dehors de ce salary cap. Donc eux, c'est Thomas Müller, c'est Ryan Gold, et c'est excusez-moi, je vais pas dire c'est qui le 3e pour pas dire de bêtises. Il me semble que c'est Berhalter du coup, mais je suis pas sûr de ça. Et il y a beaucoup de joueurs très intéressants. Il y a Aziel Jackson qui est un joueur assez connu, un jeune assez vu plutôt là-bas. Un joueur de il y a basket, Sheikh Sabali. Ouais, c'est vrai qu'il y a des noms de joueurs de basket. Il y a Sheikh Sabali pour les suiveurs de Ligue 1, Ouais, c'est un peu ça. qui est parti du FC Metz. Donc non, il y a quelques jeunes assez sympas. Kenji Cabrera, Ryan Eloumi, c'est un jeune Tunisien, Canado-Tunisien, je sais pas comment on dit, de 18 ans. Donc non, c'est une vraie équipe à surveiller. En tout cas en MLS, bon je sais que c'est pas forcément le truc qui intéresse le plus les gens, mais non ils sont très sympas à avoir joué. La MLS c'est un championnat hyper ouvert. Je précise que je suis absolument pas sponsorisé ni par Apple TV ni par la MLS pour parler, mais que ouais non, Thomas Müller, tu sens que c'est un des joueurs au-dessus dans cette ligue et que son équipe va encore truster les premières places. Le truc avec la MLS, et je finirai là-dessus, c'est que c'est vraiment limite encore plus qu'en NBA, ça ressemble même plus à de la NFL. C'est que la saison régulière, c'est la saison régulière.
t'as tes 34 matchs. Et une fois que t'arrives en playoff, c'est totalement différent parce que le premier tour est sur aller-retour. Et à partir des quarts de finale, c'est un match sec. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est un match sec à partir des quarts de finale et tu peux te faire tège à tout moment. Ce qui est, je le conçois, pas forcément cool. Ils sont allés jusqu'en finale l'année dernière. Ils se sont fait avoir parce que tu joues l'Inter Miami de Léo Messi, mais ça reste, voilà, c'est Léo Messi, quoi. Mais avant ça, ils font quand même 2 séances de tir au but. Ils gagnent face à San Diego qui est réduit à 10. Ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus du lot. Mais c'est tellement particulier les playoffs de MLS que même la meilleure équipe peut se faire sortir sur un match. Et pour ceux qui suivent, il y a plein d'exemples sur les dernières années. Le Columbus Crew, l'Inter Miami qui se sont fait sortir au premier tour il y a 2 saisons déjà. Donc ça va être intéressant. Juste branchez-vous et profitez parce que c'est super sympa à voir toutes les semaines. Faites-vous juste le résumé en soi. Les terrains sont très pros en MLS, faut le dire. Surtout le terrain de Vancouver, il est très beau. Donc voilà, je sais pas, j'ai fait plus qu'une minute, mais voilà. C'est les minutes quand même. Non mais tout pour. Vas-y, pardon. Non, vas-y. Je voulais juste dire, du coup, j'ai retenu 2 choses, moi. Qu'il y a du foot aux États-Unis, je savais pas, et que Kenji est passé de The Voice à la MLS, donc ça fait plaisir. Franchement, c'est fort. c'est fort. Et attends, juste, tu suis sur quoi du coup? Tu suis sur quoi? Tu regardes comment les matchs? C'est sur. Alors en fait, avant il y avait un MLS Pass sur Apple TV. Maintenant ils l'ont supprimé. T'as juste à avoir l'abonnement Apple TV. Mais si vous avez MyCanal avec l'abonnement sport et l'abonnement Apple TV du coup concerné, donc si vous avez le Canal Plus pour avoir Bing et tout, vous avez Apple TV automatiquement. Il faut juste que vous liez votre compte MyCanal à votre compte Apple TV et vous avez toute la MLS. Et pour le coup, l'offre, et je finis juste sur ça, Bavard, excuse-moi. La Ligue 1, s'ils veulent vraiment s'appuyer sur le modèle MLS des droits TV, les gars, ils nous ont mis une vitesse là-dessus. Enfin, c'est fou. C'est vraiment, le produit est très pro. Ils ont juste un multiplex qui pue la merde. Le multiplex, il est horrible. Enfin, qui est nul, pardon, excusez-moi du langage. Mais ils ont un multiplex qui est horrible. Mais le reste, c'est vraiment très très pro. T'as tous les matchs, toutes les affiches, c'est couvert, c'est tout. Donc voilà. Ouais. Mais aussi, au passage, si en plus vous avez Apple TV, vous pourrez aussi regarder Sévrance aussi. C'est le conseil ici également. Alors je vous jure, du coup, on n'est pas sponsorisé par Apple TV, mais si jamais Apple TV veut, j'ai pas de problème, moi. Vous pouvez envoyer tout de suite, il y a pas de problème. Hein. Et si je dois regarder toutes les séries pour faire la pub, je les ferai aussi. Il y a quoi? Moi, je veux pas de l'argent des États-Unis perso, donc écoute, si Apple TV a besoin d'un journaliste ou consultant ou peu importe, il y a pas de souci, je suis là. Les valeurs et mes principes sont trop ancrés. Mais du coup, on va passer au débrief du match de week-end. Puisque on a fait une remontée à Freiburg, un match qui m'intéressait pas tant que ça finalement à la base, puisque je m'attendais au match classique que tout le monde a vécu dans sa vie, du retour de trêve internationale, la trêve internationale de mars en plus, qui est vraiment la pire. Vraiment, c'est la pire de toutes. La pire de toutes quand je parle dans le sens de rythme. Elle est vraiment très dure. Je confirme encore plus aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est vraiment en termes de rythme, c'est vraiment, elle te casse une dynamique voilà, celle-là, elle est dure. La trêve de mars, on la connaît. Juste avant un gros match de Ligue des Champions, l'équipe, c'est une équipe remaniée parce qu'on veut faire opposer les gens qui étaient internationaux et qui en plus vont jouer ce mardi. Donc à chaque fois, ce match de reprise, il est toujours abominable. En plus de ça, tu rajoutes à ça le fait qu'on a le sponsor Magenta TV, qui est toujours à chaque fois pour nous, qui est synonyme d'un match horrible. tu sens qu'il y a une météorite qui a tombé sur le terrain, t'as un mec qui va mourir. Enfin bref, truc dans ce genre. Ça, c'est toujours très dur les matchs Magenta TV, pardon. Et donc Freiburg qui fait un très bon match et qui mène 2-0 pendant l'intégralité de la rencontre. Pendant la majorité de la rencontre, pardon. Et je comptais dire, moi à la base, bon, match classique de retour de trêve, on a perdu. Bravo à Freiburg, voilà, on passe à autre chose. Maintenant, Real Madrid. Mais il s'est passé quelque chose qui m'a surpris et qui montre pour moi, qui est beaucoup plus symptomatique de cette équipe pour moi cette année, qui fait qu'on a remonté. Et ça, c'est un truc. Sous Tourelle, sous Nagelsmann, jamais de la vie on gagne ce match. Et ça me rappelle du coup la même chose qui s'est passé
deux contextes différents, contre Paris en début de saison et contre Leverkusen il y a quelques semaines. Normalement, ça, ce sont des matchs que jamais de la vie on gagne. Enfin, qu'on perd en fait. Quoi qu'il arrive, qu'on perd ou alors contre le PSG, on aurait fait match nul. Et ben, contre Paris, on gagne le match. On a réussi à résister. Et contre Leverkusen, on ne perd pas le match. Et moi, ça en dit beaucoup sur la mentalité de l'équipe. Il y a un truc qui est différent. Il y a vraiment un truc qui est différent. Et je sais pas, pour vous, peut-être vous voyez un peu de loin du coup. Il y a aussi le match contre Dortmund aussi. On se prend en égalisation à 5 minutes de la fin, mais on gagne quand même le match. Et peut-être que vous voyez peut-être moins d'un point de vue extérieur. Du coup, j'aimerais bien vous poser la question. Du coup, comment vous voyez du coup mentalement cette équipe du coup cette saison du coup par rapport aux années précédentes? Vas-y Rémi, vas-y, j'enchaînerai après. Ok. Bah moi le truc c'est que sous alors Nagelsmann j'ai un peu moins de souvenirs, sous Tuchel j'ai beaucoup plus de souvenirs. D'un point de vue vraiment très neutre. Pour moi la grosse différence elle est dans l'identité de jeu, c'est-à-dire que il y a aussi un match contre Augsbourg cette année que je me rappelle avoir vu, où vous finissez par faire match nul il me semble, un partout ou 2-2. Non vous perdez 2-1 si je dis pas de conneries. Alors, c'est chez nous on perd 2-1, ouais. C'est chez vous, vous perdez 2-1. En fait, c'est le genre de match où, du début à la fin, quand je regarde le match, moi, j'ai pas l'impression que le Bayern doit ou va perdre. Alors, faut préciser que j'ai pas vu le match de ce week-end, que j'ai pu voir que le résumé, mais que sur l'impression globale de ce que tu viens d'énoncer, moi, j'ai surtout l'impression que le Bayern sous compagnie a des certitudes dans son identité de jeu, dans comment il va jouer son football, dans comment il va aborder le match. Peu importe, on va dire, le scénario. Tant que tu te retrouves pas à 10 contre 11 ou que t'as pas ton joueur qui se pète et du coup les mecs sont atteints mentalement, tu vois. Mais dans tout ce qui est les aléas d'un match de football, j'ai l'impression que t'as surtout un Bayern qui sait comment il y a un plan de jeu de base et compagnie est juste le chef d'orchestre de tout ça et n'a pas besoin de réajuster son plan toutes les 5 secondes. Alors évidemment il s'adapte en plein match, hein, ça reste un coach de foot, mais j'ai un Bayern moi que je vois tout le temps attaquer, que je vois sur les temps faibles toujours malgré tout essayer de sortir en transition, là où face à sous Tuchel j'avais l'impression de voir une équipe apathique, que vous gagniez 1-0 ou vous perdiez 2-1, ça avait pas l'air de changer grand chose à qui que ce soit. Je voyais un Tuchel à court de solutions, les changements ils étaient assez caricaturaux, il tentait plus beaucoup de choses, alors que Tuchel pour le coup son Dortmund et son PSG, moi je me rappelle que c'était quand même quelqu'un qui a essayé d'apporter une bascule au match avec ses changements. Là, quand il était au Bayern, je trouvais une équipe assez apathique, assez bon. Les minutes passées, en fait, tu pensais que j'avais l'impression plutôt que on pouvait jouer encore une demi-heure d'affilée. Et s'il y avait 2-1 pour Hoffenheim ou 2-1 pour Francfort ou 2-1 pour je sais pas moi, bref, voilà, vous avez compris. S'il y avait 2-1 pour n'importe quelle équipe, le score allait rester pareil. Là où sous compagnie, en fait, et je l'avais dit dans une de mes vidéos. C'est un rouleau compresseur ce Bayern et que t'es jamais à l'abri, même à la 90e qui t'en foutent d'eux. Surtout que en Allemagne, ils ont quand même ce délire c'est vraiment le grand frère de l'Allemagne et ils ont cette guerre psychologique avec toutes les équipes, ils l'ont gagné de base. Donc que tu mènes 2-0, 3-0 ou 1-0 face au Bayern, je pense que n'importe qui, même à la 89e, va rester sur ses gardes. Et bah là, c'est ce qui a l'air de s'être passé, hein, avec ce but à la 97e, il me semble. Donc ouais, non, c'est un peu l'impression que j'en ai, moi. C'est un Bayern sûr de soi, sûr de lui, qui a, je pense, appris de l'année dernière aussi, et qui est moi mon candidat favori à la Ligue des Champions, on en parlera plus tard, et qui cette année en Bundesliga a même pas laissé le temps à la discussion, quoi. Alors, sur ce que tu voulais dire, parce que tu as dit sur la guerre psychologique, justement, c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que les années précédentes, c'était pas le cas. Les années précédentes, justement, la guerre psychologique, on l'avait pas. C'est-à-dire que... Vas-y. C'est une question pour toi. Mais est-ce que tu trouves pas que, peu importe les années, même quand le Bayern est au plus bas, et le plus bas du Bayern, c'est deuxième de Bundesliga quand même. Troisième sous Tourelle. Troisième, ouais. 2024. C'est vrai, troisième. Ouais. Est-ce que tu trouves pas que même là, moi j'ai toujours cette sensation, mais après c'est sûrement parce que je suis très extérieur et que je supporte aucune équipe en bully, j'ai l'impression qu'au début du match, tu sais quand même malgré tout que c'est le grand frère face au petit frère et que tu vas avoir un upset sur une saison, mais que globalement, l'ascendant psychologique il sera là et il sera là à jamais, genre. Bah justement, pas sous Nagelsmann et Tourelle, justement. Enfin, en tout cas, la deuxième partie de saison de Nagelsmann et pas sous Tourelle, justement. Sous Tourelle, j'ai l'impression qu'en fait, sous Tourelle,
Alors j'ai abandonné mon Tourelle, hein. Je le dis tout de suite, hein, parce qu'en fait, au bout d'un moment où je me suis dit, en fait, comme tu as dit, tu vois, les matchs, s'il y avait 1-0, 2-1, ça changeait rien. Le match était le même. Je dis bon, écoutez les gars, si moi tout ce qui intéresse le club, c'est enfin le coach, c'est le résultat. Écoute, je vais pas me prendre 1h30, 2 heures de ma vie pour regarder un truc que j'aurais que comment dire, des comment dire. J'aurais que des leçons sur Flash Résultat, tu vois. Je vais pas m'infliger ça, tu vois. J'ai le plus de foot de ma vie, tu vois. Donc du coup, non, mais justement sous Tourelle, j'avais ce côté où en fait justement les clubs se disaient, bah, ce Bayern il est nul, on peut faire quelque chose quoi. On peut chercher un point, on peut chercher 2-3 points peut-être même. Et Et si là je peux ouais, appuyer sur, ouais, pardon. vas-y. Non, mais je voulais juste appuyer sur ce que t'avais dit parce que sur ce que t'as dit. Après, je te laisse finir, mais c'est totalement ce qui est arrivé à la fin de la saison 2023-2024 où le Real globalement, quand ils gagnent la LDC, ils sont en ballottage défavorable et ils sont très fortement secoués par Leipzig, City et Dortmund, donc quand même deux clubs de bully. Et contre le Bayern, honnêtement, très honnêtement, c'est la meilleure double confrontation du Real. Ils ont jamais été dominés. T'as l'impression que le Real avait le dessus sur l'équipe de Tourelle. Enfin, c'était vraiment très étrange cette équipe de Tourelle. En vrai, t'as l'impression que ça fonctionnait juste pas, ça fitait pas. Tu vois, il y avait eu des petits espoirs, mais ça fitait pas. Et cette C'était demi-finale, j'ai le apathique. souvenir quand Alfonso Davies il marque, mais Tourelle il fait des changements. Mais je crois que tu te retrouves avec une Ouah, attaque. T'as Choupo-Moting, ouais. t'as Davies ailier gauche, t'as un ailier droit, Ouais. je sais plus qui c'est. Enfin, t'as une équipe, Il y elle a Kim ressemble qui rentre pour Gumuzela plus. déjà. Tu vois, voilà, T'as t'as ton joueur. Oui, Kim voilà. qui roule pour Musiala et l'équipe. En fait, c'est-à-dire que même si le Real ne mettait pas le deuxième but de Rosellou et ça finissait à 1-1 et ça allait au prolong, mais le Bayern n'avait aucune chance. Tourelle, il faisait des changements, c'était un peureux, un frileux, et c'était trop bizarre parce que c'est pas trop ce que tu avais vu avec Chelsea et c'est pas du tout ce que tu avais vu avec le PSG. Donc, enfin Mais bref, alors, ça ressemblait surtout à une parenthèse désenchantée, quoi. Il y a rien qui allait, ça ouais, fitait mais pas. ça aussi, Tu sentais que c'est c'était, là, ouais, mais c'est là non où mais tu tu vois quand même sentais que ça, que non, mais c'est là où tu vois que comment dire, être coach du Bayern, c'est un autre métier que être coach du PSG ou de Chelsea, tu vois. Parce que ouais, c'est vrai. on se alors être coach du PSG, c'est pas facile pour le coup, parce que tu as vraiment tous les médias sur toi, mais c'est encore pire du coup, c'est pour les supporters du PSG, du coup, vous allez comprendre, c'est encore pire au Bayern parce que c'est exactement la même chose. Il y a pas de... Et en plus, pour le coup, les médias sont vraiment hostiles au Bayern, pour le coup, parce que je sais que les supporters du PSG aiment bien dire que les médias sont hostiles avec eux. Bon, faut arrêter de se foutre de nous 5 minutes aussi quand même. Peut-être par moment oui, mais Ça bon, dépend. globalement, En France, ça dépend. ouais, Chaque média a sa petite cible. Je trouve ouais, pas c'est du ça. tout les médias hostiles. Je trouve la twittosphère et les réseaux hostiles au PSG. Je trouve pas Oui, du tout les médias hostiles avec le PSG. ouais. Alors, L'équipe qui a un super journal d'ailleurs, c'est très loin d'être hostile au PSG, honnêtement, franchement. ouais, mais alors, ils vont toujours chercher la petite bête et tout parce que c'est un peu comment dire, c'est un peu notre façon de faire du journalisme en France pour le coup, et je trouve ça plutôt pas dégueu pour le coup de chercher la petite bête. Mais pour le coup, les médias sont vraiment hostiles au Bayern dans le sens où ils veulent vraiment que le Bayern se casse la gueule à chaque fois, chaque année. Et ça, et en plus, tu as une pression d'un club et même d'une région en fait aussi derrière toi. C'est-à-dire que le premier ministre de Bavière a comment dire a des vues sur le Bayern quoi. C'est important pour lui le Ok, Bayern. Donc du coup, ok, c'est ok. c'est vraiment un métier, c'est vraiment un métier qui est pas facile. Être coach du Bayern, et tu vois avec Tourelle du coup qui était perdu, qui avait peur en plus. T'as l'impression il était frileux. Et comment dire, et quand on lui a proposé de reprendre comment dire, de le reprendre et tout après qu'on trouvait pas de coach, il a dit non, il voulait pas, il voulait se barrer, il s'est barré en Angleterre le gars. Il s'est dit c'est bon, je me casse moi. Ouais. Et tant mieux. Mais du coup pour revenir à ce qu'on disait, La à ce balle qu'on disait. perdue. Ouais, mais en plus le pire c'est qu'à la base, genre pour ceux qui me connaissent et tout depuis un moment, T'aimes j'adore beaucoup Tourelle. Moi je trouve que c'est Tourelle? un coach de Ouais, fou ouais, moi ouais. à la base. Oui, Mais oui, je suis là le d'accord, Bayern je c'est suis une d'accord. catastrophe. Et qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, t'as C'est raison, t'as raison. bref. Ouais. Mais du coup, pour revenir du coup ce que je disais, ouais non, du coup ça je trouve justement c'est ça que je veux parler, c'est que je trouve qu'on avait perdu ça, cette espèce de, comment dire, d'avantage psychologique qu'on avait sur les équipes, et même nous psychologiquement enfin on était pas bon quoi. Et là je trouve que c'est un truc qu'on a justement retrouvé. Donc déjà, alors forcément évidemment chaque année, si tu vois que le Bayern c'est une catastrophe, ils savent pas aligner deux passes, tu te dis t'as plus de chances que si c'est un Bayern qui en envoie 6 par match. Oui forcément c'est logique en même temps, que ce soit le Bayern ou non, ça, quand t'as une équipe qui est trop forte, bah elle est trop forte. Mais ouais, donc du coup on a retrouvé ça. Mais c'est ça en fait surtout, c'est que malgré tout je trouve que Freiburg fait vraiment un super match. Après, je Mais pense que de toute façon, c'est la conséquence de ce qu'il y avait compagnie. Tu vois, même l'année dernière, quand ils se sont fait éliminer en quart, tu t'as eu aucun alarmiste. Tu vois, t'as l'impression qu'ils étaient sur d'eux, qu'ils savaient que c'était un process et tout. Tu sais,
j'ai vu personne après l'élimination contre l'Inter dire ouais, compagnie, faut le dégager et tout, nani, faut tout recommencer. Non, non, Tu sentais que c'était un process, qu'ils avaient confiance en eux, nous, on voulait que les que joueurs tout le monde était, ouais, voilà, et que tout le monde était, je pense, comme moi, surpris agréablement par compagnie, parce que moi, je m'attendais pas du tout à ce que le coach soit aussi exceptionnel. Franchement, je suis complètement fan. Et donc, je pense que c'est la conséquence, tu vois, quand ça joue bien, quand tu sais que les joueurs sont sûrs de leur force, bah, évidemment, après, psychologiquement, tu prends un avantage. Puis en plus, il y a aussi le fait je dis peut-être une connerie, hein, mais il y a aussi le fait d'être pour la première fois depuis un certain temps en demi-finale de coupe, non? Ou je dis peut-être une connerie, mais en Pokal, ouais, ça fait. ouais, c'est ça, tu vois. Ça fait depuis. Attends, c'est quoi? Ça fait depuis le sextuplé qu'on n'a pas gagné la Pokal. Ouais, bah voilà, tu vois. Et donc là, t'es en demi-finale et tout. Donc oui, si, je pense que c'est la conséquence de tout ça. Tous les joueurs ont une confiance aveugle en compagnie, ça fonctionne bien. T'as des super joueurs, t'as des jeunes qui pètent, t'as un numéro 9 complètement fou, t'as un ailier droit complètement fou. Enfin bref, en vrai, t'as tout pour faire une saison excellente et exceptionnelle. Donc en vrai, c'est normal que psychologiquement, t'as un énorme dessus sur les adversaires. Et qui plus est là, t'imagines Fribourg, qui fait le match de sa vie, entre guillemets. Puis t'as vu les 4 rentrants, tu vas rentrer Davis, tu vas rentrer Olysée, tu te dis putain, mais on va passer 30, pardon, pour le gros mot, on va passer 30 minutes encore être acculé dans la surface, etc. Mais physiquement, mentalement, mais psychologiquement, mais t'es complètement rôti. Surtout, ils ont pressé très haut, ils ont fait un match qui était très difficile. Ouais, voilà, tu vois, De toute façon, c'est une belle équipe de Bundesliga Fribourg depuis très longtemps. Ah ouais, non, mais ils sont en quart d'Europa League. Ils sont en quart d'Europa League. Ils devaient jouer Lyon qui a fait un super parcours. Donc voilà, mais oui, Fribourg c'est une vraie équipe. Mais ouais, je suis d'accord par contre qu'ils ont repris le dessus psychologiquement sur leurs adversaires. Tu le sens qu'ils ont, de toute façon, ils ont un vrai avantage. Et tu vois, même moi, je l'avais pas forcément remarqué de l'extérieur. Tu vois que sous Tuchel, sous Nagelsmann, c'était vraiment plus du tout le cas, un peu plus sous Tourelle. Mais là, tu sens que ouais, c'est un rouleau compresseur le truc. Que même quand ils sont en ballottage défavorable, ils peuvent te retourner le match en 2 secondes. Et t'as aussi la structure collective, mais t'as les qualités individuelles. T'as 3 joueurs devant, ils font partie des 10 meilleurs joueurs du monde, quoi. Donc, même si Kane n'était pas là aujourd'hui, enfin, samedi. Mais donc voilà. Mais même, tu vois, regarde, c'est un autre exemple, mais tu vois, le match contre, je sais pas si tu l'as vu, le match contre Leipzig, le deuxième, où t'as le match, franchement, le match, il y a un partout, le match est normal. Franchement, ils font une super première mi-temps, Leipzig, vraiment. Que j'ai vu le 5-1, moi, mais je sais pas s'il y a eu un autre match depuis. Bah, je parle du deuxième, celui qui était à la Red Bull Arena en début d'année, là. Début d'année 2026, où t'as, franchement, Ouais, c'est Leipzig. Je crois que c'est 5. Ouais, oui, c'est 5. C'est 5 ouais, si, je l'ai vu. Mais il y a 1-1, tu dis c'est normal, le match il est tranquille, il est normal. Et les mecs ils se prennent 4 buts à la fin, tu te dis mais non, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Tu pètes un câble au bout d'un moment. Exactement. Parce que tu sais qu'ils vont finir par faire la différence. Les mecs ils sont décisifs à chaque match, donc bah évidemment tu finis par voler sur le terrain, tu vois. Et oui, le 3-2. Ils font 2-2, ils sont heureux, ils se prennent un but derrière. Mais en fait c'est comment dire, c'est un Bayern qui provoque sa réussite. Ouais, voilà, exactement. Tu vois, comme Leverkusen il y a 2 ans. C'est ça, exactement. Oh, Leverkusen, là, ça avait limite des allures de miracle, oui, mais t'as l'impression que tu reverras jamais une saison pareille. Tu vois, il y avait la CIA aussi qui était derrière, il y avait des trucs comme ça. Ouais, je pense que Raphaël Glucksmann avait des vues sur ce qui se passait à Leverkusen cette saison-là, je pense. C'est bon, vieux Glucksmann. Mais du coup, on va parler de Manuel Neuer, qui a fait un match qui résume extrêmement bien la saison de Manuel Neuer. C'est-à-dire que c'est un gardien qui a toujours des réflexes de fou. C'est un gardien qui a forcément une expérience comme personne en Europe, forcément, logique, hein, vu que c'est le plus vieux. C'est toujours, je pense, l'un des meilleurs gardiens du monde. Mais t'es vieux Harry, tu vois, et le deuxième but qu'il prend, t'es vieux Harry, frère. Et si tu veux, je pense que l'enchaînement de matchs contre le PSG et contre Arsenal est vraiment un très bon, un très bon résumé de à quoi ressemble Neuer à 40 ans. C'est-à-dire que c'est le mec qui peut faire un match extraordinaire, mais extraordinaire contre le PSG, et la semaine d'après mettre un spire dans le vide à personne contre Martinelli. Malgré tout, même si je pense que si Martinelli marque le but, c'est parce qu'il fait un contrôle catastrophique, honnêtement. Mais avec sa grosse moustache qui nous avait lâché en plus Neuer dans ce match-là. Bref. Mais voilà, du coup, ça c'est parce que ça va être quand même un élément important de ce qu'on va parler après, du coup, du classique européen, puisque ce sera lui qui sera titulaire dans les buts. Mais c'est vrai que Neuer, parce qu'en plus, on a des infos sur est-ce qu'il va prolonger ou non, on ne sait pas. Honnêtement, donc j'en parlais par rapport à Urbi. Moi, Urbi, déjà, on a un avantage de fou, c'est que Urbi, tu le mets dans les buts en Ligue des Champions. Je suis serein, honnêtement. Je trouve que ça va, il fit. Et même, il y a un débat parmi les supporters, je vous le dis, voilà, peut-être vous le découvrez.
est-ce qu'on doit mettre, enfin, on sait que ce sera Neuer, tu vois, et je pense personnellement qu'il faut mettre Neuer parce que il a, enfin, pour un gros match comme ça, il faut quand même un mec qui a quand même beaucoup d'expérience, je trouve. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux, disons. Ouais. C'est l'avantage qu'il a. Mais il y a un débat, et je le comprends, sur est-ce qu'il faudrait pas mettre Urbi, qui est au pied, qui est vraiment, je trouve, qui a un niveau élite au pied. Et qui a des très bons réflexes, qui sur sa ligne n'est pas encore élite, sur ses sorties n'est pas encore élite. C'est un bon gardien pour l'instant et qui apprend encore. Mais ouais, ce match, donc toi, t'as vu la première mi-temps du coup, Noévé, t'as vu ses arrêts réflexes de fou, quoi. Ouais, ouais. Il y en a un sur un hors-jeu notamment, il m'a choqué. Ouais. Oh là 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 là. Ah, vraiment, non, Neuer, mais son arrêt réflexe, il m'a choqué. Sur le coup franc, c'est coup franc encore un coup franc, je crois. Sur un coup franc, c'est un une coup tête franc, ouais, je crois. monstrueux. Et une fausse ouais, gardien, de toute façon. ouais, donc un match, je voulais en parler quand même parce que c'est vraiment un match qui est à l'image de Neuer cette saison, quoi. Où tu te dis, c'est toujours un gardien qui est extraordinaire et qui, tu peux, enfin, évidemment, tu gagnes avec des champions avec Neuer, évidemment. Genre, c'est-à-dire que je pense que faudrait faire un classement des meilleurs gardiens du monde actuellement. Mais je pense vraiment qu'il est dans le top 5, je pense. C'est fou, hein, de dire que Neuer est dans le top 5. Oui, C'est oui, fou. oui, oui, oui. Il y a Courtois, Johan Garcia. Après, Raya. Raya, ouais, cette Raya, année, quand qui est même. très Ouais, bon. Raya, peut-être. Après, je vois pas Donnarumma, je pense toutes qu'on les peut le équipes. Et mettre pour moi, aussi. Oui, Donnarumma, pour le met. moi, le poste de gardien, c'est, tu peux être un des meilleurs gardiens du monde, même en jouant dans une Oui, faible je suis équipe de d'accord. championnat pour moi. Ouais. Donc, j'ai pas vu toutes les équipes. Mais ouais, Raya, il peut en faire partie. Courtois, Johan Garcia. Donnarumma. Donnarumma, oui, Ah, il fait une erreur, mais il est quand mais même. Enfin, si City est encore en il est piste trop pour fort, la première ligue, c'est grâce à lui aussi. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En Malgré Mais parlant tout, de tu vois. mecs après, il qui est étaient un peu. dans des clubs de moyens, enfin des clubs moyens, sur les 4-5 premiers mois de l'année, t'avais Rouli qui était sur une forme Ouais, oui, stratosphérique et puis excellent. la saison Ouais, ouais, dernière a ouais, basculé. complètement. Mm. Aujourd'hui, il est Donc ouais, plus. mais c'est fou quand même de dire. Ça fait bizarre de le dire à Je haute vais voix. dire Ouais, une dinguerie, mais même Fischer à Metz, par exemple, franchement, je crois qu'il s'appelle Fischer, le gardien de Metz, je le trouve trop fort. Voilà, ouais. je vais te dire. Bah, c'est le seul mec, je crois, qui a aimé à Metz. Hein, je crois, pour avoir vu le stade, je crois, c'est il y a lui et Stambouli. C'est les deux seuls mecs qui sont aimés. Et Vraiment, pour le Matteo coup. Usu aussi. Ouais, non, mais alors lui, il est aimé par tout le stade. Lui, c'est la coqueluche du stade. Il est trop bon en plus. Non, du coup, non, mais ça fait bizarre de dire à haute voix comme ça, Manuel Neuer, ouais, est-ce qu'il est dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde? Genre, c'est fou quand même. Genre, c'est tellement bizarre de le dire comme ça à haute voix, alors que, tu sais, pendant 15 ans, le mec, c'était numéro 1 sans, tu sais, tu coches numéro 1, c'est bon, on s'en fout, quoi. Genre, même si un autre mec fait une meilleure saison, c'est le numéro 1, quoi. Tu vois le truc. Là, c'est assez C'est dingue. fou parce qu'il a réussi à se remettre. Parce que moi, il y a une période, je pourrais pas dire laquelle, où il s'est explosé le pied là, c'est au ski. Ouais, Où il y a une période où 2017. il s'est explosé le Ah, pied ouais, et ok. on l'a pas vu Cet hiver. pendant un an et demi, non? Et une période 6 où je mois. pensais Non, qu'on. un an et demi, c'était après sa blessure contre le Real, où en fait il se Ok, casse la cheville et ensuite il revient contre Offenheim en début de saison, soit Ancelotti fait le direct, il se recasse la cheville, même blessure. Du ok, coup, ce qui fait qu'il a manqué toute la saison ok. 2018. Et c'est plus C'est tard, ça, c'est c'est ça. après quand c'est en 2022, du coup, c'est la deuxième saison de Nagelsmann, où il se pète le tibia au ski, où il a failli mourir Voilà, d'ailleurs au passage. voilà. Hein. Il a failli mourir, Ok. je rappelle. Donc c'est ça qui est fou quand même avec ce gardien. C'est faut rappeler aussi un truc, c'est que ce mec, Comme par hasard, quand il était en pleine forme, Ligue des Champions, sextuplé, ouais, je pense que mais c'est pas un hasard. oui, c'est ça, évidemment. Bah, évidemment. Et en plus, il Ouais, fait une saison de malade mental en plus cette année-là, tu il est vois. trop Mais fort. justement, c'est là où je veux en venir, c'est que Neuer, quand même, il a 40 ans. Il fait quand même partie des top 5 meilleurs gardiens du monde. Je vous rappelle un truc, il a eu 2 blessures qui auraient pu arrêter sa carrière. Et ça, Mm, mm, ça, on n'en parle pas, Ouais. mais c'est complètement dingue, ça. Mais parce que dans les C'est standards normalement, de Neuer, c'est normal en fait. Dans les standards de Manuel mais Neuer, c'est fou. c'est normal. Et pour le coup, je trouve, même ouais. si il était extraordinaire en 2020, je trouve forcément, il s'est jamais exactement, et c'est normal, mais il s'est jamais remis de sa blessure 2017, dans le sens où, si vous vous rappelez bien, ceux qui étaient là en 2017, j'ai jamais vu un gardien avec un niveau pareil. C'était n'importe quoi. 2017, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de son prime 2014, machin et tout. Non, non. 2014, il gagne la Coupe du Monde. Son prime, c'est 2016-2017. Après, je pense qu'il a jamais arrêté d'être fort, hein, honnêtement, entre toutes Ah, il ces a jamais arrêté d'être fort, oui. Ouais. Mais en 2017, tu te dis, mais c'est pas normal. C'est Tout ce qu'il fait, possible, c'est pas c'est normal. possible. Absolument tout. Et Jusqu'à on avait un débat rencontrer d'ailleurs. Cristiano Ronaldo. Mais oui, bah, même malgré tout, tu vois. Mais tu vois, on avait un débat avec Usu justement là-dessus, Usu Matteo, sur les gardiens qui étaient élites sur leur ligne et au pied. Et on se demandait en fait, est-ce qu'il y en avait un autre qui avait les deux, tu vois, un autre que Manuel Neuer, tu vois. Et quand je dis élite, C'est vrai, c'est ça, élite, tu putain. vois. C'est vrai, Pas, tu c'est sais, vrai, pas c'est vrai, bon c'est ou vrai. très bon, tu vois. Et au Non, pied c'est et vrai. sur sa ligne, les deux, je crois qu'il y a que Neuer, hein. Ouais, Parce que c'est pas Alisson, faux. je pense, il est élite sur sa ligne, mais il est bon au pied. Ah, Johan Garcia, ça commence à être le cas. Alisson, Mais
Ouais, Alisson, Quand je dis, Après, il y a élite, élite, évidemment. Il y a élite. Quand on parle d'élite, ce sera pas au niveau de Neuer, hein. Oui, non, Ça parce restera un que niveau en dessous. Mais Alisson, Johan Garcia, Johan Garcia, Alisson, je suis d'accord. c'est fort. alors, ils sont, Alisson, ça, mais tu vois, Alisson sur les grosses années de il est club, bon au pied, tu vois. Alors, c'est il est violent, élite sur sa ligne, mais tu vois, il est bon au pied, très bon au pied même, en vrai même. Courtois, il est élite sur sa ligne, il est très bon au pied, tu vois. Enfin, au bon au pied. Oui, complètement. Euh, Ouais, très bon, j'ai un peu jusque là, parce qu'il envoie souvent ouais, des bon, je sacoches, dirais. mais... Ter Stegen, il était élite au pied. Il avait des très bons réflexes, mais il était bon sur sa ligne, quoi. Genre, il est très bon, on va dire, sur sa ligne. Euh, Marc-André. Marc-André. Il y a qui d'autre? Il y a Donnarumma, je sais pas s'il est élite sur sa ligne. Je trouve au moins, il est très bon. Oui, ah bah si, sur sa ligne, si. En fait, il a des lacunes. Il a des lacunes, ça. Mais après, c'est pas par rapport à sa taille. Ouais, je pense qu'on peut dire qu'il est élite, quand même. Moi, c'est plus les sorties aériennes qui me dérangent avec Donnarumma, mais sur sa ligne, mais tu vois, mais Urbig, là, par exemple, Urbig, c'est les deux, lui aussi. Parce que je le trouve super bon perso. Il a de très bons réflexes, il est vraiment bon sur sa ligne, mais il est pas élite sur sa ligne, c'est pas Courtois, tu vois. Il est pas au niveau de Courtois. Ouais. Par contre, au pied, ouais. Au pied, là, je te le dis, ouais. Parce que c'est Bah, de toute vraiment. façon, au Bayern, Ah ouais, non mais attends, mais là c'est un niveau, c'est-à-dire que chacune de ces moi ce qui m'a impressionné, c'était son match contre le PSV où il y a chacune de ses relances, mais c'est pixels, quoi. C'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est vraiment, et c'est aussi impressionnant que Neuer, le gardien du Bayern sous Compagnie, pour moi, tu peux être qu'un craquot. C'est ce que j'allais dire, c'est un prérequis de Compagnie, de toute façon. C'est un peu comme c'est l'école Guardiola, c'est un prérequis. C'est ça. Même si sur cet aspect, je vais la jouer vieux jeu, je vais la jouer journaliste des années 80, mais pour moi, quand même, ce sera toujours plus important d'avoir un très très grand gardien sur sa ligne, quitte à ce qu'il ait des pieds un peu. Tu sais quoi, je vais reprendre. Même si c'est bien d'avoir les deux, évidemment. Je vais reprendre les mots de Jérôme Alonso au micro de Aliotop. Une super interview d'ailleurs au passage, c'est très très cool, super cool Jérôme Alonso, mais qui a dit regardez Guardiola, il avait Ederson pendant 5 ans, mais il a pris qui là? Il a pris Donnarumma. Ouais, c'est vrai. Qui s'est quand même amélioré au pied quand même malgré tout Donnarumma. Il est pas aussi et Ederson d'ailleurs, la seule saison où il est vraiment trop fort sur sa ligne, c'est la saison où ils prennent la LDC. Hein. Ouais. C'est ça. Donc, en vrai, tu vois. C'est bizarre, hein. C'est fou hein, comment ça marche le foot. Hein. Mais du coup, avant de passer au gros du morceau, non, on a fait beaucoup de temps quand même, mais ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'espère que vous adorez du coup nous écouter, parce que moi j'adore faire cette émission. J'adore parler avec vous là. Mais du coup, on va parler du double buteur, celui qui change le match. On parlait d'Eric Bischoff. De Tom Bischoff, pardon. T'as fait exprès? Non, c'est pas exprès. La moitié des gens vont pas savoir qui est Eric Bischoff, c'est ça qui est fou. Ah là là. J'ai pas fait exprès, non, Tom Bischoff, pardon. Non, parce que c'est automatique. Désolé. Donc, on va parler du booker de la WCW, Tom Bischoff, du coup. Donc, non, Tom Bischoff qui a mis ses 2 premiers buts, du coup, cette saison au Bayern. Et waouh, quel but. Ouais, les deux, c'est waouh. C'est du Tom Bischoff et je suis très content pour lui. Il a fait un super match. Qui est un jeune qui est vraiment en vue pour le coup au Bayern et qui lui aussi devrait être en Allemagne au passage. Mais bref. Voilà. Donc du coup c'est bravo à lui du coup pour ce match. Donc on va faire ça assez vite parce que on a quand même fait beaucoup de temps sur ce match. Même si on n'a pas un peu des à côté. Donc voilà, Tom Bischoff. Très content de ce double but et qui continue comme ça. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. J'avoue, je cours, je suis à court de. Bravo Psartek, mon gars. Écoutez, mesdames et messieurs, du coup, on va passer au gros du morceau. Alors, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de temps, on va passer au gros du morceau maintenant. Là, attention. Mais je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là. On va parler du Classico. Et là, c'est de l'affiche. Ça, c'est une affiche qui respire la Ligue des Champions. Tu vois cette affiche, tu te dis c'est Ligue des Champions. Tu vois, en fait, cette affiche, serait en Europa League, tu te dirais non, on va mettre l'habillage Ligue des Champions. Parce que même si c'est un demi-finale d'Europa League, genre le truc, on s'en fout. Ça, c'est la Ligue des Champions ce match parce que c'est le classique européen. Est-ce que vous avez d'autres affiches comme ça où vous dites ça c'est la Ligue des Champions. Ça c'est souvenir de Ligue des Champions. Est-ce que vous avez des trucs comme ça vous? Moi, je peux pas faire semblant. Le PSG Barça, ça le devient pour moi. Ça commence à le devenir là. Depuis quelques années. Moi, j'ai le Inter Bayern aussi. Le Inter Bayern, ça reste avec des champions. J'ai alors ça date un peu. J'ai le AC Milan Barcelone, mais parce que Lionel Messi. Oui, je suis totalement d'accord. Moi, je suis un peu de Milan. Non, mais bon, on était déjà grands. Ça fait 10 oui, moi, j'avais 10 je suis d'accord avec toi. Mais disons que moi, le PSG. J'ai Barça. C'est ça. Ouais, alors je vais pas penser à ça. Moi, j'allais dire Barça Arsenal, justement.
Mais moi, c'est plus en fait, c'est une question d'historique. Parce que le Barça Arsenal avec le carton rouge de Van Persie lunaire. Et ce qui me peine énormément, c'est qu'on n'a même plus d'affiche en tête avec Manchester United. T'as même bah si, justement, moi le Bayern United, c'est Milan. Le Bayern United, ça c'est vraiment Ligue des Champions. Ça c'est un des matchs qui en fait, ça me paraît tellement loin dans ma tête tout ça. En fait, le Bayern a donc les clubs de PL, de Serie A et de Liga. Souvent, quand ils allaient en Ligue des Champions, ils étaient plusieurs à faire des gros parcours. La Bundesliga, t'as toujours envisagé que le Bayern pour la victoire finale. Bon, t'as eu Dortmund, t'as eu même des Wolfsburg parfois, t'as eu des Leipzig maintenant qui se sont quand même installés. J'étais pas né. Hambourg, ouais, c'est vrai. Il y a même pas de quart de finale à l'époque. Tu vois, il y avait même Stuttgart à un moment qui était une équipe qui venait souvent en Ligue des Champions. Mais, ouais, en poule, ouais, qui était, ouais. Ah ouais, contre Lyon, oh là là, j'étais tout petit. Et t'as eu Schalke aussi. Et en fait, dès que tu voyais le Bayern arriver, c'était le gros d'Allemagne et un concurrent, un favori avec des champions. Donc dès que tu voyais le Bayern arriver contre une grosse équipe, ça sonnait frais. C'est un peu ce qui se passe avec le PSG en fait aujourd'hui, tu vois. Mais pour moi, le Manchester United AC Milan, c'est écrit Ligue des Champions. Oui, t'as raison. Ouais, bah oui. Bah, même le Milan-Liverpool en soi. Milan-Liverpool, ouais. Oui, Milan-Liverpool, je suis d'accord, ouais. Mais le Bayern United, je sais pas, il y a un truc, tu vois, je vois Robben, je vois Olic, tu vois, je vois Giggs, tu vois, je vois le truc. Robben, la reprise de Robben, je vois Ferguson sur son banc, tu vois, tu sais, Old Trafford, tu vois, maillot noir, tu sais, tu t'as ces images. Pour le coup, ouais, le Bayern United, je trouve, ça a vraiment une gueule. C'est vraiment d'un gros match de Ligue des Champions, tu vois. Et si je devais donner 3 classes. Oui, c'est vrai. Ah, ça, meilleure double confrontation. Plus 2010, ça, pour le coup. C'est plus les années 2010, pour le coup. Oui, clairement. Et si je devais donner 3 confrontations récentes, vraiment, celle que j'ai le plus en tête, c'est Real Bayern, malheureusement Real City qui m'embête, et le PSG Barça. Les 3 que j'ai le plus en tête récemment, là où tu te dis vraiment, bon, ça c'est le classico européen, tu sais que tu vas les retrouver en quart, en demi, en huitième au pire. C'est vraiment ces 3 confrontations. D'ailleurs, j'ai juste 2 secondes, je fais très vite, j'ai revu la compo du Bayern contre le Barça, je crois que c'est 2009, où ils prennent une tôle, le Bayern. Oh non, bah, mais les joueurs. Il y a but dans les buts. Qui ces mecs C'est qui ces êtres humains? C'est une dinguerie. Bah ouais, même regarde le coach aussi, il y a un problème aussi. Hein. C'était Goran Klinsmann. Ah, c'était Klinsmann. Okay. Ouais. Qui est très bon avec l'Allemagne, mais avec le Bayern. Mais c'est qui ces mecs, sincèrement? Ah ouais, non, c'est dur. Tu m'étonnes qu'ils ont pris 4-0 en Déjà, on n'a pas pris un score sur les 2 matchs, c'est extraordinaire. Franchement, c'est fort. Mais non, du coup, bah là, on va parler de la mère de tous les classicos. Pour le coup, c'est le match avec les 2 équipes qui ont le plus de matchs en Ligue des Champions. C'est le match avec les 2 équipes qui se sont le plus affrontées en Ligue des Champions. L'un a le plus éliminé l'autre en Ligue des Champions. C'est la Casablanca contre la Bestia Negra. Si le Bayern est appelé la Bestia Negra en Espagne, c'est pas pour rien. C'est parce que ce Bayern, du coup, c'est l'équipe qui a le plus éliminé le Real, et le Real a le plus éliminé le Bayern. C'est le classique européen. Pour le coup, là, il y a des images de toute époque. C'est-à-dire que là, il y a du Oliver Kahn contre Raoul. Il y a du Benzema contre Alaba. Après, il y en a eu beaucoup ceux-là, mais en tout cas, c'est vrai que je suis peut-être mauvais exemple là pour le coup. Mais il y a du Di Maria contre je sais pas, contre Schweinsteiger. Di Maria Schweinsteiger, tiens, allez. Il y a du Robben contre du Marcelo, évidemment. Il y a du Mario Gomez. Je l'ai en tête, ce mec. Ouais, Mario Gomez, évidemment. Mario Gomez contre Pépé. Il y a du Mats Hummels qu'on voit en tête là. Là, je pense que vous l'avez, le Mats Hummels avec le maillot polo là. Là, là, on le voit celui-là. Et c'est là où je vais être obligé de faire mon connard fan de sud-américain. Moi, la première image qui me vient en tête, c'est Arturo Vidal qui mange rouge. Voilà. Bah oui, il y a Arturo Vidal. Qui rate le péno à l'aller, qui marque à l'aller, qui mange le rouge au retour. Et puis, il a tout fait. Personnage principal. Tu vois, là, il y a du, comment dire, tu vois, et là, tu sais, je vais vite fait les bancs, là, il y a quoi? Il y a Jupp Heynckes, il y a Mourinho, tu vois, genre, tu vois le truc. Il y a du Zizou, hein. Ah, il y a du Zizou. À l'époque, ouais, du coup, il y a du Zizou, les Arazou, il y a du Beckham. Et même sur le banc, même sur le banc. C'est une des 3 grosses affiches européennes, de toute façon, hein. Ah mais c'est alors en tout cas en Ligue des Champions c'est ça c'est le classique, c'est l'affiche de la Ligue des Champions pour le coup. C'est voilà, ça, c'est que le seul truc que le Bayern n'a pas comment dire qui fait qui n'est pas où le Bayern n'est pas deuxième, c'est le nombre de titres. Mais t'inquiète, ça on s'en occupe. On s'en occupe, on arrive. Le Real reste sur 4 éliminations. Enfin, ils ont éliminé les 4 dernières doubles confrontations, le Real les a éliminés, donc ça fait 2012 la dernière fois que le Bayern a gagné.
C'est ça, et du coup, et ce qui est, comment dire, et qui est en réponse aussi aux 4 fois d'affilée, je crois, où vous avez éliminé au passage. Voilà. Du coup, bah voilà, c'est le, comment dire, c'est l'eau contre le feu, c'est le rouge contre le blanc. Bon, ça ne marche pas, mais bon, voilà, vous avez compris. C'était Roy Mackay aussi, le but de Roy Mackay en 9 secondes. Non, il y a beaucoup d'histoires. Pour le coup, là, il y a beaucoup d'histoires. Ouais. Et il y a du coup que des matchs exceptionnels. Pour moi, l'un des plus grands matchs de l'histoire de la Ligue des Champions, en tout cas que j'ai vu, c'est le retour au Bernabéu en 2017. C'est en termes de niveau de jeu, j'ai rarement vu 2 équipes de football aussi fortes de ma vie. C'est vraiment, c'est un match pour moi, et ça c'est vraiment, alors déjà c'est en plus, je sais pas si vous à l'époque vous avez les mêmes sentiments, mais pour moi c'était vraiment la finale avant l'heure. Après ce match, mais moi j'étais en transpiration, j'étais stressé, mais je m'en rappelle. Et d'ailleurs la double confrontation en 2018, enfin le retour au Bernabéu, c'est sous-côté aussi avec le but de Rames. Oh ouais. C'était monstrueux aussi. Le Bayern se fait encore plus voler que en 2018. Ah oui, non, clairement. Ah mais clairement, moi j'ai beaucoup plus de somme 2018 que 2017. Hein. Parce que 2017, en vrai, on se met dedans tout seul aussi, tu vois. Allez, on se met dedans tout seul. Je suis d'accord. Mais 2018, non, 2018, déjà il y a 3 penalties, frère. Il y a Navas, il fait un match, c'est n'importe quoi. Marcelo, c'est un scandale. La main de Marcelo, mais il y a un moment, il y a Lewandowski, il se prend un zigzag de Ramos. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, on se passe des choses dans ce match. Mais non, mais on voit tellement de matchs, je me rappelle plus lesquels, putain. Et il y a le 2023 là-dedans, donc moi j'en ai rien à foutre parce que même je ne voulais pas que le Bayern gagne. 24, ouais, tu sais, je me rappelle même pas de l'année, tu vois. Donc vraiment, je m'en fous complet. Je voulais même pas que le Bayern gagne parce que je voulais surtout pas que Tourelle soit champion avec nous. Ça m'aurait vraiment fait chier pour le coup. Ah, je vous le dis pour les supporters qui nous regardent, les gars. Moi, à 2024, je voulais pas qu'on gagne. Je vous le dis. Je n'étais pas dans ce temps-là. Je ne pas de toute façon. Je m'en fous. Mais voilà, du coup, non, du coup là on est sur un monument du football. Et vous savez quoi même? Je pense, vous voyez la TH qu'on a en ce moment, la Ligue des Champions, là, avec le truc, le dégradé violet, bleu et tout. Ouais. Je pense que pour ce match, on va revenir sur l'ATH de 2008. Je pense juste pour classique. Avec les lumières là, avec les spots. Non, c'est parce que ouais, ça c'est classique. Mais du coup, assez parlé du passé. Parlons de l'avenir. Ensemble avec vous, regardons au loin et voyons notre vie défiler. Puisque mardi, demain, du coup, au moment où sortira cette vidéo, ça c'est mardi? Je dis des bêtises peut-être. Là, oui, là il est midi, donc il y a écrit demain. Non, mais je parle de. Ok, donc c'est mardi 21h. C'est mardi, ouais. Au passage, je tiens à vous dire aussi, pour tous les autres matchs, ça ne m'intéresse pas, comme dirait Benzema. Hein, tous les autres quarts de finale, vous pouvez simuler les matchs, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. Là, on parle de grands monsieur là. On va faire un petit peu les arrogants, mais écoutez, au bout d'un moment, il y a football heritage là sous nos yeux. Pour info, il y a Sporting Arsenal à la même heure, hein, pour ceux qui veulent se faire chier. Ah, si jamais ça. Pour Najim Medini. C'est tout. Forcément. Wow. Mais du coup, je vais donner la parole au neutre de notre panel. Du coup, Rémi, qu'est-ce que tu attends de ce match? Comment est-ce que tu sens les deux équipes? Comment est-ce que tu vois un peu les dynamiques des deux équipes et comment est-ce que tu sens ce match? Est-ce que finalement, ce qu'on a vu ce week-end avec le Real Madrid qui perd contre Mallorca, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Est-ce que ça n'a aucune importance? Est-ce que tout ce qu'a fait le Real Madrid depuis le début de saison n'a aucune importance vu qu'il y a ce match qui arrive et que finalement, en fait, on sera dans un monde à part? En fait, déjà, je tiens à préciser que les combos probables que vous voyez sur l'écran, n'y prêtez pas attention. Fautmob, ils sont très nuls pour ça. Pour revenir sur ta question, j'aurais dit oui, j'aurais dit non, on s'en fout pas, c'est important à prendre en compte si la double confrontation contre City n'existait pas. Après, le City de cette année et le Bayern de cette année, je pense qu'on est sur 2 mondes d'écart en termes ne serait-ce que d'effectifs au fond du trou mentalement. Mais pour le coup, j'en aurais plus rien à foutre que le Bayern ait galéré à Fribourg plutôt que le Real n'ait perdu à Mallorca, surtout mentalement dans les dernières minutes, encore une fois, où c'est pas sûr à 100%, mais tu dis quasiment au revoir au titre parce que je vois mal le Barça s'écrouler d'ici la fin de saison, à part s'il y a une tempête de blessés, là où ils sont capables pour le coup.
Non, je pense que de toute façon je vais répéter deux trois poncifs que tout le monde donne tout le temps, mais qui sont malheureusement vrais. Le Real en Ligue des Champions au Bernabeu, bah ça reste, c'est peut-être c'est le boss final du jeu quand tu joues la Ligue des Champions. Ils l'ont les dernières saisons, je pense que elles l'ont, même les 10 dernières saisons le prouvent. Même quand soit le Real se crache dès le début de la Ligue des Champions, soit le Real va très loin et très, très loin en général, ça veut dire la gagner. Tu sais qu'un déplacement au Bernabeu, 90 minutes au Bernabeu, c'est long, comme dirait Jude Bellingham. Donc, oui, c'est le déplacement le plus compliqué d'Europe. Maintenant, les dynamiques des deux équipes font que, pour moi, il n'y a pas un monde où je donne pas c'est même pas un petit avantage ou quoi. Le Bayern est largement favori. Je suis très curieux de voir, parce que l'année dernière aussi, arrivé face à l'Inter, ils sont pas aussi favoris que là. Mais je me rappelle qu'ils étaient favoris avec quand même une petite pointe de attention à l'Inter, équipe intéressante, déjà très forte en Serie A, blablabla, ça fait longtemps qu'ils sont dans les derniers carrés, enfin dans les dernières étapes de la Ligue des Champions, etc. Là, je suis très curieux de voir si le Bayern va apprendre des leçons de l'année dernière, pas se faire avoir sur des détails, parce que l'année dernière c'est vraiment des détails qui font que l'Inter passe. Et le problème c'est qu'en face t'as l'équipe des détails, t'as vraiment l'équipe de la détail. Le Real Madrid, je n'arrive toujours pas à expliquer la Ligue des Champions de 23-24. Pour moi, c'est un phénomène naturel, surnaturel qui sera jamais expliqué dans l'histoire. Comment t'arrives à t'en sortir tout le temps. Et c'est peut-être le gros piège qui me fait peur pour le Bayern perso, parce que là, il y a une arme en plus qui s'appelle Kylian Mbappé en profondeur. Le Bayern, ça joue très haut. Upamecano, il est sur une saison, on fera sûrement les individuels plus tard, mais t'as Upamecano qui est pour moi la clé de cette double confrontation. S'il est à un niveau monstrueux et qu'il arrive à bien serrer Mbappé, je pense que ce sera plutôt simple pour le Bayern. En fait, j'ai l'impression qu'on va avoir soit une confrontation très très serrée avec un Real ou un Bayern qui mettra le dernier but dans les tout derniers instants de la deuxième confrontation, soit tu vas avoir un Bayern qui va vraiment envoyer un message très très fort, un peu comme l'a fait le PSG face à Chelsea, je trouve. On est clairement sur le même type de match, je trouve. Une équipe qui est vraiment dans le top de sa forme, alors le PSG est en train de le retrouver, mais vous m'avez compris, on était vraiment sur la top équipe qui arrivait face à une équipe en plein doute, qui avait changé de coach dans la saison, où le nouveau coach est pas forcément le mieux reçu, mais est en train de mettre en place des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Arbeloa est en train de mettre quelque chose en place, au moins collectivement. Le problème c'est que on se fait toujours autant chier devant les matchs, je pense que Noé va vous contredire là-dessus. T'as des mecs qui font des saisons et des performances individuelles qui sont à la limite entre la tristesse et le pathétique. T'as Mbappé qui marche sur l'eau, pardon, parce que nager sur l'eau c'est compliqué, mais qui marche sur l'eau et qui peut être dangereux à tout moment. T'as Vinicius qui alterne entre le chaud et le froid, mais le problème c'est qu'il est tellement tout le temps à fleur de peau que il peut partir en vrille à n'importe quel moment. T'as Arda Güler qui a jamais rien foutu de sa vie, mais qui se permet d'être... alors peut-être que parfois son traitement était injuste, mais qui se permet d'avoir une attitude d'un mec qui a gagné 7 fois la Ligue des Champions. T'as Bellingham qui était un de tes éléments forts des 2 dernières saisons, qui a pas forcément très bien récupéré de sa blessure, qui s'est repété. Là il a pas joué avec l'Angleterre, il vient de revenir. Est-ce que tu peux avoir Bellingham en forme, parce que c'est censé être quand même ton milieu de terrain phare? En fait, il y a très peu de joueurs à ressortir au Real, mais tu vois, malgré tout ce que je viens de dire, ils ont tabassé City aller-retour. Alors certes, pas le plus gros City, mais ils les ont tabassés dans ce qui fait le Real, c'est-à-dire intensité. On est là sur les duels, sur les seconds ballons. S'il y a la moindre faille de l'adversaire, on va l'exploiter. On va avoir le mec qui sort une saison à chier, mais qui va te sortir la perf de la soirée en la personne de Valverde. D'ailleurs, Valverde sur les dernières semaines, il est assez éblouissant. Et pour le coup, pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça me fait mal de dire, parce que c'est vraiment pas le profil de joueur que j'aime de base, mais force est de constater que il est sud-américain pourtant. Et il est coaché par Bielsa. Il est coaché par Bielsa, oui. Bah oui. Donc et ouais, je pense que Noé me dira pas le contraire, mais dès qu'il est placé dans les bonnes conditions, Valverde, au moins il arrive à faire son travail. Donc non, c'est un Real tellement bizarre, alors qu'en face, comme j'ai dit tout à l'heure, t'as le rouleau compresseur numéro 1 en Europe, je trouve. T'as Harry Kane qui, il est incertain, mais moi j'ai l'impression que je suis un peu comme Bavarian sur la même ligne, j'ai l'impression que c'est un peu de l'intox. Il
Qui est déjà à quoi? Il est bientôt à 45 buts, toute compétition confondue, ou il est déjà? Il a 45 buts, ouais, je tu vois. crois, vérifie. Il est à 31 en Bundes et 13 en Ligue des Champions, je crois. Donc ça fait à peu près 44, tu vois, tu dois rajouter quelques matchs de coupe. Ouais, tu vois, il est irréel. Et un truc qu'on oublie souvent avec le Bayern cette année, le numéro 10 de l'équipe n'est pas là. Enfin, il est pas là. Il est là, mais il est en train de revenir en forme. Ouais. C'est-à-dire que le troisième homme de ton trio n'est même pas là. Et que le quatrième, enfin le cinquième joueur de ton équipe, c'est Lennart Karl qui a 17 ans. Que t'as réussi à ranimer Serge Gnabry qui revient d'entre les morts. Michael Olise, il est en train de montrer que c'est un ailier sur qui tu vas devoir compter dans les prochaines années, et pas que dans des petites discussions, dans des vraies grosses discussions. Luis Diaz, moi, sur Twitter, je le savais dès le début, je l'avais dit. Moi, je l'avais dit dès le début. Je savais, en fait, pour moi, le prix d'un ailier, on en avait parlé avec Bavaren en privé ensemble, mais pour moi, le prix d'un ailier qui te met des buts importants, qui est un danger permanent, vous êtes embrouillé? Non, non, ça va. C'est pas cette fois. C'est 70-80 millions. Quand t'es le Bayern, parce qu'il y a aussi la taxe du fait d'être un gros club, donc on sait que t'as de l'argent, bref, voilà, c'est des logiques business, mais sur le joueur, le problème de Luis Diaz, ça a été l'irrégularité. Là, il est dans une équipe où c'est pas l'ailier de référence, c'est même pas le joueur de référence en attaque, donc je voyais pas trop le problème. T'as Joshua Kimmich qui, je sais pas si on peut dire qu'il revit sous compagnie. Non, pas qui revit, mais qui fait une très bonne saison en tout cas. Ouais, dans les standards Kimmich. C'est ça, ouais. Donc non, et puis comme j'ai dit, Upamecano est vraiment, tu vois, en équipe de France, il y a toujours eu ce débat entre les trois, Saliba, Konaté, Upamecano, quelle doit être la charnière. Je pense que Saliba, Upamecano cette année ont verrouillé le fait que c'est eux qui commenceront sauf blessure. Donc non, franchement, j'ai fait long et je suis désolé, mais c'était surtout pour expliquer à quel point j'adore le match et j'adore la bizarrité là, la bizarroïdité de l'affiche. La bizarrerie. La bizarrerie de l'affiche, exactement. Parce qu'on est sur un rouleau compresseur contre une équipe qui est à l'agonie, mais en même temps, je peux pas assurer que le Bayern va passer malgré tout. C'est ça qui. En fait, si tu veux, je vais te dire un truc, je vais résumer sur un truc, c'est que dans le même contexte, si l'équipe en face s'appelle pas Real Madrid, il y a pas un débat sur ce match. Exactement. C'est ça, si c'est juste, mais Chelsea, je me pose même pas la question, tu vois. C'est ça, exactement. C'est Chelsea, oui, en fait, ça termine comme en 2020. Voilà. Si c'est le PSG, peut-être moins, parce que le PSG, ils sont surprenants comme ça. Le PSG, quand ils sont nuls à chier enfin, avant, quand ils étaient vraiment nuls en Ligue 1, ils étaient trop forts en Ligue des Champions. C'est pas ça, ils sortaient des gros matchs. Contre nous, en plus. Contre nous, ils aimaient bien faire ça. Mais, 2021, c'était. Ouais, c'est une sacrée double confrontation. Mais, non, c'est ça en fait c'est ça le truc, c'est que c'est là où tu vois en fait que pour le coup comme le disait Mourinho, le football heritage, c'est un truc, moi je le dis à chaque fois, ça existe. C'est-à-dire que ce n'est pas juste c'est comment dire, ça, c'est pas un truc c'est pas des poncifs. C'est-à-dire qu'une équipe qui a l'expérience de Ligue des Champions, c'est une équipe qui a de l'expérience de Ligue des Champions, c'est comme ça. C'est l'équipe et c'est pour ça que je dirais toujours que tu ne peux pas être le favori, tu peux faire partie des favoris, mais tu ne peux pas être le favori à une compétition comme la Ligue des Champions en quart de finale quand tu n'as jamais gagné avec des champions. Tu fais partie des favoris, mais tu n'es pas le favori. C'est par exemple, je vais donner un exemple. Le PSG, comme la Coupe du Monde en vrai. Oui, c'est vrai, mais même si la Coupe du Monde c'est encore plus dur. Mais tu vois, par exemple, l'année dernière, le PSG ne pouvait pas être le favori. Cette année, si on n'existe pas, si on n'est pas là, si on ne fait pas cette saison, pour moi, le PSG cette année est le favori parce qu'ils ont déjà gagné. Je sais pas ce que je veux dire. C'est pour le coup, c'est un truc pour moi qui est extrêmement important. Et on l'a vu par exemple avec City. Regardez la finale de City, les mecs qui sont censés être supérieurs à l'Inter, pardon, et même à Chelsea, ils s'étaient effondrés psychologiquement. Ils faisaient pas leur jeu parce que c'est la Ligue des Champions, c'est pas n'importe quoi. Pour le coup, le PSG, alors parce qu'ils avaient vraiment énormément pour le coup, ils étaient vraiment au-dessus pour le coup de l'Inter. Le PSG n'a pas, et en plus parce ils avaient déjà fait une finale de Ligue des Champions juste avant. Il y a des choses que tu t'expliques juste pas. Hein. Parfois, tu n'expliques pas le fait que c'était une soirée surréaliste, le PSG était exceptionnel, l'Inter était complètement cramé. Bah voilà, il y a des choses que tu peux pas forcément expliquer. Hein. En plus, mais pour moi, il y a des trucs qui sont explicables dans le fait que le PSG vraiment a bien abordé sa finale, tu vois. Oui, bien sûr. Rien que le fait qu'ils en ont déjà fait une, tu vois. Avec le fait qu'ils ont déjà fait une, ça change récemment, et surtout récemment, ça change quelque chose, tu vois. Mais bref. Mais du coup, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi du coup sur le constat sur le Bayern. Pour le coup, pour revenir sur Luis Diaz, déjà, faut savoir un truc, c'est que c'est pas moi le CM qui a fait le trade sur Luis Diaz. Lui. Bref. Écoute la vidéo. Ouais, il y a un trade sur Luis Diaz. Un like égale un ailier meilleur que Luis Diaz. Non, mais toi, mon gars.
Je peux que passer une dédicace à mon ami Yaya sur Twitter, avec qui on se régale chaque semaine à chaque fois que Luis Diaz marque, de s'identifier et de dire but de Luis Diaz. Ah, bravo. Non, pour le coup, en plus, il est fan de Sané. En plus, le mec c'est le mec qui déteste le plus Sané et qui est fan de Sané. Non, mais, et toi, mon gars. Bref. Mais, c'est le mec qui comprend pas les règles aussi, sur le carton rouge aussi. Au passage, si vous voulez savoir, voilà, pour mes amis madrilènes, c'est lui qui comprend pas les règles. Ah, ok, j'ai capté. Je sais qui c'est. Mais du coup, non, moi, je fais ma culpa. J'ai toujours dit, pour moi, c'était trop cher et que c'était pas le seul ailier qu'il fallait prendre. En l'occurrence, je pense toujours que j'ai raison, que c'est pas le seul ailier qu'il faut prendre, qu'il faut toujours prendre un ailier gauche, parce que regarde, quand il y a pas de Luis Diaz, c'est compliqué pour le coup. Et il manque. Donc je pense toujours, je suis toujours persuadé que c'est pas qu'il faut quand même prendre un ailier gauche. Ce dont je me suis trompé, c'est que j'avais dit que pour moi c'était pas l'ailier star c'était pas un ailier star parce qu'il nous fallait un ailier star. Là je me suis trompé pour le coup. Il est vraiment, alors là c'est qu'une saison pour l'instant, à voir ce que l'avenir va nous dire sur lui. Mais pour le coup, voilà, force de constater que je me suis trompé pour l'instant et que je suis très content de m'être trompé et que j'adore ce joueur et aussi que je disais que c'était trop cher. Je vais être honnête avec vous, si on gagne avec des champions, il n'y a pas de prix. C'est-à-dire que 60 millions, en plus, en vrai, si on oublie 5 minutes les rage bait Twitter parce que c'est marrant, mais en fait quand on parle sérieux, pour le coup, le truc c'est que aussi il faut dire que quand il arrive, tu t'attends pas à ce que Michael Olise devienne ce qui est devenu Michael Olise aussi. S'il y avait déjà eu Michael Olise, est-ce que les gens auraient chié sur Luis Diaz autant? Je pense pas. Du coup, pour parler encore des individuels et tout, parce ensuite on parlera des activités du Real et on va faire un plus gros focus sur le Real. D'abord, on va faire un petit focus sur le Bayern. Pour parler des individus, oula. Tu vas arriver, t'inquiète. Des individualités du coup, on va parler de Michael Olise qui est apparemment devenu un joueur de merde ces dernières semaines apparemment. Alors ça, pourquoi pas. Non mais franchement, j'ai pas envie de donner trop d'importance au rage bait Twitter, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Mais où est-ce qu'on vit? Non mais. Mais aussi, qu'on accuse d'être mauvais dans les gros matchs. Je trouve qu'il a été excellent contre l'Inter. Je trouve qu'il a été excellent contre Chelsea. Alors oui, il a fait un mauvais match contre le Barça l'année dernière. Bon, à peu près comme tout le monde finalement. J'ai envie de te dire. Tu vas pas juger un joueur sur un match quand même, honnêtement. C'est quoi ça? Oui, il est contre Dortmund, il a fait des ratés, il a fait quelques ratés, ok. Bon après contre Atalanta, il fait un match extraordinaire, tu vois. Oui, mais on va dire, tu vois, c'est ça qui m'énerve, on va dire. Voilà. Ah, mais c'est que l'Atalanta, il y a eu ça. En fait, non, ça reste un grand match. En fait, ça reste un huitième de finale de LDC, mon pote. Faut se rappeler un truc aussi, c'est que selon la plupart des gens là, on n'a toujours pas affronté de grosses équipes cette année. Alors, je sais pas, par mon non, mais ça, c'est insupportable. De toute façon, c'est le Bayern, quand ils font des gros matchs en Bundesliga, ça peut pas être des gros matchs parce qu'ils écrasent tout. Donc, il y a que la Ligue des Champions qui compte. Le PSG, c'est pareil. Enfin, c'est insupportable. Oui, mais c'est pas parce que soit c'est en poule, soit c'est pas un gros, en fait. Ouais, mais tout relativiser comme ça. Mon gars, t'as 50 matchs de poule. Oui, il y a des gros matchs en poule. Enfin, excuse-moi, tous les matchs de poule ne servent pas à rien. Pour moi, même un Bayern Barça, même si c'est en poule, ça reste un gros match, tu vois. Le Bayern PSG, même si c'est en poule, ça reste un très gros match. En fait, le truc pour moi, c'est que le problème de ça, c'est que c'est toujours motivé par la même chose. C'est de base, je dis l'eurocentrisme parce que les Européens font ça sur les autres championnats, mais c'est le Premier League centrisme et le ligaïsme centrisme, où en fait tout n'a d'intérêt que quand c'est en Première Ligue ou en Liga. Attention Rémi, parce que la Liga sent se manger là aussi, parce qu'apparemment aussi Yamal n'est pas bon dans les gros matchs, mais ça c'est Yamal aussi. Yamal qui a fait une des plus grosses performances en demi-finale que j'ai vu de ma vie. Il y a que la PL et la LDC qui comptent. Oui, voilà, il y a que la PL et la LDC. Pourtant, moi j'adore faire des vannes sur la Bundesliga sur Twitter, enfin j'adorais quand j'avais encore. C'était très drôle et tout, mais quand on parle sérieusement, moi je suis pas contre dire, moi je le pense qu'un match de poule, ça a moins d'importance qu'un huitième, bien sûr. Un Barça Bayern en poule, ce sera pas. Maintenant, quand ça arrive tout le temps, c'est-à-dire que le Bayern bat Chelsea cette année, bat le PSG, bat l'Atalanta, t'as quand même... Oui, l'Atalanta, c'est pas une foudre de guerre, surtout cette année en Serie A. Maintenant, par contre, il y a un truc, en fait, c'est que voilà, c'est ça. Tu peux gagner contre une équipe qui est pas une foudre de guerre, on dira, attention, c'était une mauvaise équipe à 1-1 quand il y a 3-2, 3-1, 4-1. Il y a 6-1. Il y a 4-1, 4-1 aller-retour. 10-2, il y a 10-2 aller-retour à partir de là. Et le début de l'Atalanta, c'est fin du match et tout. Voilà, tu peux te dire à minima que au moins le Bayern envoie un message, on va être sérieux contre n'importe quelle équipe. Tu peux à minima te dire ça, quoi. Mais oui, pour revenir sur Malolisi, en vrai, j'ai même pas envie qu'on fasse trop longtemps dessus. Enfin, c'est pas mon émission, mais moi perso, j'ai plus rien à dire à part que c'est le retour de la médaille. Quand tu dis un top ailier, tu vas forcément avoir des gens qui vont pas t'aimer. Voilà.
Ouais, mais du coup, non, mais si on, bon, plus sérieusement, parce qu'on a parlé de ça et tout, bon, je sais pas, c'était pas prévu qu'on parle de ça de cette Ouais. façon. Michael Olise, ouais, qui du coup, qui fait une saison extraordinaire. Et ouais, tu l'as dit, enfin, au niveau de l'attaque. En plus, ce qui est très fort, c'est, je sais pas si tu te rappelles, enfin, si tu te rappelles sûrement, qu'on a eu un débat sur Wirtz en été, sur comment est-ce ils vont jouer, enfin, comment est-ce qu'ils joueraient avec Musiala, Wirtz, Olise, machin et tout, que les trois se marcheront dessus. Ouais. Finalement, tu vois que, et ben, en fait, Compagnie avait vraiment un truc en tête, parce que finalement, Gnabry et Olise, ce sont des joueurs axiaux. Quand Musiala joue, c'est aussi un joueur axial, et pourtant, ça marche bien, tu vois. Mm. Donc Bah, finalement, Olysée colle un peu plus la ligne que ce qu'il pouvait ouais. faire à Crystal Palace. Mm. Mais oui, globalement, ça reste un. C'est des mecs qui ont besoin de toucher le ballon, quoi. C'est des meneurs de jeu. Ah, par contre, oui. C'est pas Luis Diaz, quoi. C'est le profil un peu inverse d'un milieu comme Luis Diaz. Il va être moins dans prendre l'appel en profondeur. Enfin, il le fait, hein, mais il va être moins dans la profondeur, moins dans le duel. C'est plus donne-moi le ballon, moins contre un, je vais porter le ballon, etc., quoi. Et ça marche bien. Du coup, j'ai envie qu'on fasse un petit focus, du coup, forcément, sur celui qui est en doute pour jouer au poste de numéro 9. Après Harry Kane, personnellement, je trouve que c'est vraiment des tempêtes dans des verres d'eau, parce qu'honnêtement, depuis le début, ça dit minor injury. Ça te parle comment dire, de le mettre au repos, au cas où, précaution, que tout le monde est quand même plutôt confiant sur le fait qu'il va jouer. Est-ce qu'il va jouer à 100%? Ça, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va jouer. Et surtout, et mon gars, Harry, au bout d'un moment, mon frère, tu vas prendre un petit peu de painkillers, mon gars. Et je pense que ça te dérange pas, tu vois, parce que c'est le match qu'il faut jouer. Et il y a un de tes compatriotes qui a une fusion de la colonne vertébrale. Je le vois en train de faire des saltos le jeudi à Dynamite. Mon gars, c'est pas un petit bobo au pied qui va t'arrêter. Je te le dis tout de suite, mon gars. Je te le dis clairement. Mais maintenant, moi, j'ai une Donc, non, question. Est-ce que c'est si grave? Est-ce que le Bayern est en danger si Harry Kane ne joue pas le match aller au Bernabeu? Genre, alors, est-ce que le Bayern ne prendra pas une tarte si Harry Kane ne joue pas? Plus ça le truc. alors, le truc, c'est que il y a quand même 56 buts, quoi, le gars, tu vois. Tu vois, c'est ça le truc. Ah, mais Mais, c'est 133 buts en 136 matchs, frère. Alors, Avec le Bayern. le truc, c'est que, en fait, encore une fois, on parle, en fait, si en face, l'équipe serait pas Real Madrid, je te dirais, bon, Nico Jackson, il peut commencer le match, tu vois. Parce qu'en plus, il est pas mauvais, Nick Jackson, pour le coup. Même si devant le but c'est compliqué, mais en tout cas dans son déplacement sans ballon, il est vraiment très bon pour le coup. Même si je trouve qu'il fait des mauvais choix et tout. En fait, c'est dans les gestes qu'il fait des mauvais choix, que ce soit pour faire la passe, s'il ne fait pas la passe ou s'il fait la passe, il tire machin et tout. Bref, Ouais, c'est là où Jackson, je trouve qu'il y a quelque chose à. Ouais, c'est Nico Jackson, voilà, exactement, t'as tout compris. Mais du coup, le problème en fait, c'est qu'en face c'est Real Madrid, tu peux pas en fait laisser ça au hasard. Et malgré tout, ouais. Même si je trouve que, enfin, là où Kane, je trouve, s'est amélioré en plus cette saison par rapport à la dernière saison, et ça a commencé déjà la saison dernière, c'est dans son efficacité dans les gros matchs importants. C'est-à-dire que sous Tourelle, c'était vraiment typiquement le mec dans les matchs où on avait besoin de lui, et ben il serait pas forcément là. Pas comme Lewandowski à l'époque, où Lewandowski était vraiment tout le temps là quand on avait besoin de lui en Bundesliga. Là, en Bundesliga, c'était pas le cas. L'année dernière, c'était le cas. En Bundesliga, c'était le cas. Par contre, il fait un match horrible face à l'Inter, où il rate une occasion face au gardien. Tu peux pas faire ça. C'est pas à ton niveau, pas à ce moment-là du match. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Même s'il fait un gros match contre Leverkusen malgré tout en Ligue des Champions. Cette saison, pour le coup, il y a rien à lui reprocher. Que ce soit mentalement, physiquement, parce qu'on n'a pas de blessés, du coup, à part Eric qui sera un petit peu diminué, Davis et Musella qui vont revenir, mais du coup, qui ne seront pas titulaires, je pense pas quand même, faut pas abuser. À part ça, du coup, physiquement, et même Ito qui revient aussi, physiquement, tout le monde est là. Tactiquement, on est excellent. Mentalement, on est vraiment très très bien. Du coup, tout est au vert, ce qui fait que je sens la patate arriver. Non, en vrai, pour être honnête, j'ai exactement le même sentiment qu'en 2020. C'est-à-dire que dans ma tête, bah, évidemment qu'on va gagner la Ligue des Champions, parce que en plus, à chaque fois qu'on gagne la Ligue des Champions, on est favori à l'avance. Mais genre, dans ma tête, je me dis, bah, évidemment, quand on va gagner la Ligue des Champions, on est trop fort. Mais j'ai peur avant chaque match. Faut savoir que moi, dans ma tête, en fait, avant le match contre le Barça, j'avais à moitié, évidemment qu'on va gagner la Ligue des Champions, à moitié, je suis terrifié. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Parce qu'on est des chokers, tu vois. Et ben là, j'ai exactement le même état d'esprit. Mais du coup, je pense qu'on va peut-être laisser la parole à notre ami Noé pour nous parler du Real Madrid, du coup, de comment il sent le match, de comment il sent ses joueurs, et de parler du coup de la Casablanca.
Ouais, bah du coup pour revenir sur le, enfin non, même pas pour revenir, pour commencer sur le Real Madrid. Bon, du coup là on est sur un club que je suis pas mal, donc je peux je peux donner mon avis. Bah déjà mon premier sentiment, moi, c'est que je suis pas du tout confiant. J'ai pas peur dans le sens où de toute manière on n'est pas favori du tout. Honnêtement, je dirais pas qu'on a rien à perdre parce que faire une deuxième saison d'affilée sans Copa, sans Liga et sans LDC, ce serait dur, mais tu sais, j'arrive pas non plus en mode putain, je le sens pas, etc. Tu vois, c'est vraiment, je suis vraiment en mode comment expliquer. Écoute, il se passera ce qui se passe. On n'est pas du tout favori. On joue la meilleure équipe d'Europe. Au Real Madrid, c'est très 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 compliqué. Ça depuis le début de saison. Tu pensais que t'avais trouvé un cadre, une structure avec Arbeloa et le mois de mars là où t'as fait deux victoires contre City, dont une où c'est l'un de tes meilleurs matchs de la saison, une victoire convaincante contre Elche, une victoire pas convaincante contre le Celta Vigo, mais importante quand même, et un super match contre l'Atlético où tu gagnes 3-2 au terme d'un très très bon match. Et bah là, les problèmes en fait ont un peu recommencé dès ce week-end, hein, avec le retour de Mbappé en tant que titulaire. Alors moi, j'essaye de faire concis, mais concrètement, mon avis sur Mbappé, c'est que c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, mais je mettrais pas tous les problèmes du Real Madrid sur le dos, ce serait beaucoup trop réducteur, hein. C'est pas parce qu'on met Mbappé titulaire que tout de suite le jeu du Real s'en ressent totalement et que c'est une catastrophe, hein. Pour moi, Mbappé, c'est loin d'être le seul problème. Donc voilà, et c'est surtout que là, avant ce match contre le Bayern, on n'a aucune idée de ce que pourrait être la composition d'équipe. Vraiment aucune. D'habitude, tu sais un peu à quoi tu vas t'attendre, tu vois, mais là, avec le retour de Bellingham, qui est pour moi pas du tout, du tout, du tout prêt physiquement pour démarrer un match de Ligue des Champions, je pense que la meilleure solution, c'est de le mettre sur le banc. Je pense pas que je suis même sûr, alors que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Comment gérer Mbappé Vinicius? On sait très bien que les deux vont démarrer, donc voilà comment les faire cohabiter. Est-ce que Mbappé va encore bouffer la zone de Vinicius comme il aime tant faire, etc. De toute façon, ça va être à Arbeloa à gérer. Quid du latéral droit aussi, parce que Trent a été catastrophique ce week-end. Donc, est-ce que tu préfères mettre Carvajal? Latéral gauche, on se pose pas la question puisque Mendy est probablement forfait. La charnière, est-ce que tu remets Militao qui a fait une bonne entrée avec un but mais paquet, tu sens que de toute façon c'est le meilleur défenseur du Real Madrid. Qui t'enlève si tu mets Militao? T'enlève Rudiger Eisen. Au milieu de terrain, Camavinga, il est en méforme totale, c'est sa pire période depuis qu'il est au Real. Est-ce que tu refais confiance à Pitarch? Même si moi j'aime beaucoup, est-ce que Pitarch face au milieu du Bayern Munich, tu peux être serein, tu peux lui faire confiance, même si ça reste un très bon joueur, un super prospect. Est-ce que là tu peux le faire enchaîner contre le Bayern? Donc voilà, il y a tout un tas de questions. On sait pas où on en est alors que tu pensais avoir trouvé une structure, mais avec le retour des cadres, il y a un peu tout qui est chamboulé. Donc voilà, moi mon avis global, c'est que le Real Madrid passera pas. Enfin, j'espère de tout cœur qu'ils passeront, mais mon avis c'est que le Real Madrid passera pas le Bayern. Que le match aller peut, pourquoi pas, aboutir à un match nul, une sorte de 1-1, un peu comme, je sais pas si vous avez souvenir, un peu comme la confrontation contre City en 2023, où le Real fait un très très bon match à l'aller, où tu finis à un partout, où tu mènes même 1-0. Bon, à ce moment-là, t'avais Vinicius qui était le meilleur joueur du monde. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Et où au retour, tu t'es fait complètement marcher dessus à l'Etihad. Bah là, je vois un peu la même chose, j'espère pas, mais c'est un peu ce que je redoute. Donc voilà pour la situation sur le Real, hein. Si je devais tirer une conclusion, c'est que je ne suis pas confiant, mais sait-on jamais. Contre City, je dois l'avouer que j'étais pas du tout confiant. Je pensais pas qu'on passerait. Au final, on a fait un super match aller. Donc à voir. Franchement, je suis dans un flou total avec le Real Madrid. Autant les dernières années, mars-avril, je savais un peu où on allait. Tu vois, l'année dernière, je savais qu'on courait à notre perte, qu'on allait droit dans le mur et contre Arsenal, on se prendrait un mur qu'on en a totalement pris. Autant là, je sais pas, j'arrive pas à savoir que t'as des bonnes périodes avec Arbeloa, puis ça rechute, t'as chuté contre Retafe, t'as chuté contre Osasuna, t'as chuté contre Mallorca. Tu sais jamais sur quel pied danser avec cette équipe. T'as des joueurs qui sont exceptionnels un match, qui redeviennent anonymes un autre, donc c'est très très compliqué à analyser. Du coup, bah écoute, comment dire, tu m'as devancé par rapport aux pronostics, parce que j'allais vous lancer sur des petits pronostics, pas de score, mais au moins de résultats. Toi, Rémi, tu vois quoi du coup pour le match aller et pour la double confrontation? Bah écoute, je vais pas être très original, mais je suis très peu inquiet pour le Bayern. Je vais mouiller sur le prono, je pense qu'il gagne les retours. Aller-retour, Ok. victoire Bayern. Et je pense que le miracle n'aura pas lieu côté Real Madrid.
Côté Liverpool, là, je pense que côté Real Madrid, c'est trop juste, c'est beaucoup trop juste. Là où le Bayern est juste, enfin pour moi c'est vraiment le rouleau compresseur d'Europe et avec le PSG c'est les deux favoris à la victoire finale. C'est ça. Moi, du coup, pour mon pronostic, je trouve que très peu doit venir, mais on n'est pas du tout à l'abri d'un MJF qui garde jusqu'à all-in, même si je pense. Mais la moitié des Ah, gens petite ont J'espère pas. Franchement, j'espère pas d'ailleurs. Honnêtement, même lui, il a pas compris la blague. Ouais, ça, c'est pas les jokes, c'est les gars. Non, c'est une plus private joke. sérieusement, du coup. Plus sérieusement, bah écoutez, moi, vous voyez Vinicius qui marque son but à l'aveugle, mais Bellec. Bah moi Ouais. je vois une double victoire du Bayern, mais Bellec, tu vois. Parce que alors, en fait rationnellement ce serait une double victoire du Bayern parce que pour le coup s'il y a bien une équipe en Europe qui peut battre le Real au Bernabéu, c'est bien le Bayern. Le problème c'est que s'il y a bien une équipe en Europe qui veut battre le Bayern Allianz Arena, c'est bien le Real. Pour le coup, et l'Inter aussi, l'Inter qui a l'habitude de nous battre chez nous aussi au passage. Tiens, voilà, pour être honnête. Mais pour le coup, non, en vrai, à part, en fait, j'ai juste peur d'avoir un mec qui nous sort une couille quelque part et qu'il nous casse le match, quoi. Genre vraiment, c'est vraiment parce que c'est le genre de truc qui arrive tout le temps avec le Real et qui arrive en plus chez nous, en plus. C'est d'avoir une équipe, d'avoir un Bayern qui est très fort et qui se fait avoir sur une bêtise, quoi. Genre ça, c'est vraiment un truc qui peut nous arriver, mais je le vois pas cette année. Et vraiment, Tu vois pas au final? je vois une double victoire du Bayern pour le coup. Victoire, en fait, ok. Pour moi, comment dire, alors attention, là je veux dire un truc, c'est fou, hein, mais pour moi, du coup, le match aller sera déterminant parce que si on gagne, bah du coup on va gagner. Je sais bien. Mais en gros, ouais, en fait, si tu veux, pour moi, en fait, c'est, peut-être que je dis des bêtises, hein, peut-être que je me trompe, mais je Non, vois, en jamais. fait, attention, mais si je nous vois, en fait, je nous vois très bien, on peut gagner sur un large score. Mais par contre, je pense que si on arrive sur un match, où dans les dernières minutes, c'est encore pas décidé et que c'est serré, tu vois, dans cette configuration-là, je ne vois pas passer. Je sens que la pièce va tomber encore du côté du Real Madrid pour le coup, Ok. parce que je suis pessimiste moi, avec cette équipe. En fait, autant on est pour le coup, on est vraiment l'équipe qui, quand elle est favorite, arrive à assumer son statut favori. Quand on gagne la Ligue des Champions, on est très souvent favori, mais genre de loin, quoi. 2013, on est favori. 2020, on est favori. 2001 aussi, on fait partie des favoris. On n'est pas peut-être le favori, mais on fait partie des favoris. Non, mais moi, si je devais avoir un prono, je dirais peut-être, ouais, je dirais, j'espère pas évidemment, je dirais match nul à l'aller et défaite au retour. Et j'ai juste un message, 2 secondes, je le fais en 2 secondes à tous mes frères madrilènes. Je sais qu'il y a des pro Mbappé, je sais qu'il y a des pro Vinicius. De base, moi, je suis pas un pro, mais disons que je préfère Vinicius. Mais s'il vous plaît, les mecs, c'est 2 joueurs qui vont rester minimum jusqu'à 2031, 2032. On sait très bien qu'ils vont rester très longtemps au Real. Donc pitié, rassemblez-vous et faites faites un truc, faites en sorte que nos 2 joueurs se sentent bien dans cette équipe, puissent jouer ensemble et qu'on aille chercher cet exploit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En exclusivité, le discours de Marine Tondelier pour évincer Jean-Luc Mélenchon de la première. Voilà. Non, mais honnêtement, en fait, il faut juste comprendre que je vois qu'il y en a un, faut qu'il parte, il y en a un, il faut qu'il parte. Non, mais en fait, le seul truc qu'on doit savoir, c'est, on sait qu'on va avoir les deux jusqu'à 5-6 ans encore, je pense. Donc, en fait, le seul objectif, c'est de savoir faire jouer les deux ensemble, parce que ces 2 mecs-là vont être encore très longtemps au club. Donc, le but, c'est pas qu'il y en a un qui parte, c'est pas qu'il y en a un autre qui parte, c'est qu'on sache faire jouer les deux ensemble. Et pour ça, il va falloir trouver le bon coach. Pour l'instant, on l'a pas encore trouvé, malheureusement. Bah, vous pourrez trouver du coup Noévé au micro de Jean-Jacques Bourdin dans quelques jours. Il fera sa tournée. Il sera aussi au micro de Monsieur Jeudi. Voilà. Il sera dans les grandes gueules. Voilà. Car vous comprenez pourquoi je suis pas politique, je suis pas un politicard, hein, je sais pas rassembler, je sais pas faire mais tu sais, après là, pour le coup, tu peux vraiment être président de LV, il n'y a pas de problème. Hein. T'as vraiment les qualifications, t'as le discours et tout. Voilà. Bon. Eh bien, on va conclure du coup cette première émission, ce pilote de Miasan Media. Merci à vous deux de m'avoir accompagné pour cette émission, pour cette première. Donc, je rappelle du coup que vous pouvez retrouver Rémi Filoussi sur ses propres réseaux, c'est-à-dire sa chaîne YouTube, même si il vous a fait un disclaimer au début pour la Coupe du Monde, il fera voilà, suivez ça, de toute façon, voilà, ça arrive. Vous pouvez du coup nous suivre aussi sur, et je dis nous parce que j'en fais partie, sur les sauveurs du foot et les sauveurs de la lutte. Bon, pour les sauveurs de la lutte, c'est pour ceux qui s'intéressent au catch, parce que bon, si jamais Elton Mokolo passe par là et qu'il voit une review de Dynasty, je pense qu'il n'a pas grand chose à faire, tu vois.
Et du coup, salut Elton au passage, si jamais il nous écoute. mais du coup, pour l'avenir aussi également. Je serai personnellement sur la chaîne Twitch des Sauveurs de la Lutte pour un react du match aller au Bernabéu avec mon super copain Usu Matteo. Je partagerai ça sur les réseaux au moment venu. On fera une review avec Nueve, ici présent, sur la chaîne des Sauveurs du foot du match. Et donc merci à Phil aussi. Merci à Phil aussi de m'avoir accompagné. Merci à Nueve. Un petit mot de la fin, chacun, Rémi? Bah, merci à toi pour l'invitation. Comme il a dit, bah, venez me rejoindre sur mes réseaux. Je suis beaucoup sur TikTok en ce moment. J'ai atteint les 600 followers là en plein live de rec de cette vidéo. Donc, merci à tous ceux qui me suivent déjà sur TikTok. Et puis le reste, venez. On parle foot, catch, bref, tout ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Abonnez-vous à Média Bayern France. C'est peut-être un des médias clubs qui fait le plus de taf, je pense, dans l'écosystème Twitter français. Donc voilà, merci à eux de l'invitation et au plaisir de pouvoir revenir échanger avec vous. Et soyez pas méchants dans les commentaires, je suis sensible. Et à toi du coup, Noé? Non, bah moi ça m'a fait trop plaisir d'être là, franchement. En plus, tu vois, de discuter avec vous, de partager, et surtout d'en apprendre sur le Bayern, parce qu'honnêtement c'est pas un club que je maîtrise énormément, donc franchement c'était très très cool. J'ai pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, donc voilà, ça m'a bien plu. Moi j'ai pas de chaîne, j'ai rien à promouvoir, à part si vous voulez suivre un mec sur Twitter, IRNWB, qui passe son temps à critiquer Mbappé, qui passe son temps à essayer de défendre Vinicius, voilà, et qui tweet parfois sur Carlos Alcaraz et sur All Elite. Non, les seuls réseaux qu'il a partagé, c'est Tinder, Hinge et Adopte un mec. Non. On peut me créer une réputation. Oui, on l'a créé, ouais, c'est ça, on l'a créé. Non, bon, du coup, merci à tous. Vous étiez du coup sur le Mont Écarlate. Merci de nous avoir rejoints. Du coup, suivez nous, Média Bayern France, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram aussi. Apparemment, on fait du contenu parfois. Apparemment, c'est pas moi qui ai les liens. Peut-être sur TikTok aussi également. On fait quelques contenus, mais je pense que je vais devoir un peu resserrer la vis là sur mes CM là. La fin, faut qu'ils bossent là un peu. Non, je rigole, évidemment, je rigole. Mais du coup, suivez-nous du coup sur les réseaux. Ne manquez pas du coup les prochaines émissions qui seront. Je sais pas si ce sera une émission hebdomadaire pour être honnête, parce qu'il y a peut-être des moments où on n'aura pas grand-chose à dire, mais on va en tout cas essayer d'être régulier le plus possible. Même quand dans les semaines où il y aura rien à faire. Bon là, vous avez vu, on a fait une émission quand même qui était assez longue, mais parce qu'en même temps, t'as le match quoi, le match de l'Europe du coup qui se joue. Quand il y aura peut-être un Bayern Bochum, peut-être que l'émission sera moins longue. Peut-être, je vous le dis, hein, un petit peu au cas où, mais voilà. Faudra pas s'habituer à cette durée-là. Ça dépend, on verra. Merci à tous, du coup. Et merci à toi. Salut. Tchuss. Merci, Bavaren.